Bienvenue à la Maison des Cultures. Donc, je suis Sarah Turine, l'échevine en charge de la cohésion sociale. Alors, d'accord de ne pas être d'accord, c'est donc le nom du collectif qui a proposé cette rencontre cet après-midi avec Madame Latifa Ibn Ziaten. Et c'est à double titre que la commune a souhaité se mettre en partenariat avec le collectif pour cette initiative. D'abord parce que nous souhaitions également pouvoir inviter Madame Latifa Ibn Ziaten avec le combat qu'elle mène depuis la perte de son fils et cette ouverture au dialogue qu'elle mène dans les quartiers. Nous estimions important de pouvoir l'inviter à Molenbeek, vous le savez, qui est une commune qui est fortement impactée par tout cet enjeu des départs en Syrie et des événements terribles qu'ils ont provoqués en France, mais également en Belgique. Mais également aussi parce que le collectif s'appelle « D'accord de ne pas être d'accord ». Et ça nous parle à Molenbeek. A priori, qui serait contre d'être d'accord de ne pas être d'accord? En démocratie, on peut se dire qu'il va de soi qu'on doit être d'accord de ne pas être d'accord. Mais c'est si simple à dire et ce n'est pas toujours simple à appliquer dans le quotidien. Accepter la divergence d'opinion, accepter de pouvoir l'entendre, surtout sur des sujets sensibles qui touchent à ce qui fait nos convictions, à ce qui fait nos identités ou à ce qui fait notre intime, cela nécessite d'abord de l'empathie, c'est-à-dire de pouvoir un petit peu s'oublier soi pour pouvoir essayer de comprendre l'autre, comprendre d'où il parle. Ça nécessite aussi d'être capable d'exprimer ses émotions, d'exprimer son ressenti, qu'il soit positif ou négatif, de façon à ce qu'il soit entendable par l'autre. Ce n'est pas toujours simple non plus. Et enfin, est-ce que cela ne nécessite pas aussi d'être capable parfois de faire bouger ses propres lignes, même si on ne doit évidemment pas nécessairement arriver à un accord à l'unisson, ce qui serait évidemment l'inverse de ce que l'on souhaite. À l'heure où les multiples crises et où les conflits internationaux ont renforcé les craintes, mais ont également renforcé les replis identitaires, il est urgent d'apprendre ou de réapprendre à ne pas être d'accord, à pouvoir être en dialogue, tout en se respectant et en respectant l'autre, et tout en se disant qu'on peut aussi apprendre de l'autre. C'est dans cette démarche, en tout cas moi, c'est ce que j'ai retenu de la démarche de Madame Ibn Ziaten, qui a pris son bâton de pèlerin après la mort tragique de son fils. C'est ce que j'ai compris de cette démarche et c'est ça que j'ai aussi beaucoup admiré dans sa démarche. C'est également ça que j'ai perçu et appris de la démarche du collectif. Et c'est aussi une démarche que nous essayons de mettre à l'œuvre ici à Molenbeek avec un processus de dialogue interculturel qui a démarré il y a un petit peu plus d'un an et qui va cette année être marqué par toute une série de rencontres de ce genre. Et donc voilà, c'était vraiment un grand plaisir pour nous de pouvoir démarrer l'année avec le collectif. Et donc je tiens à remercier le collège des bourgmestres et échevins de la commune de Molenbeek qui nous a suivis dans cette initiative. Je tiens évidemment à remercier fortement le collectif, principalement Daniel Pérez, Aniel Ben Simon, Isabelle Fagot et Rachid Barghouti pour toute l'énergie qu'ils ont mis à pouvoir organiser cet événement. La Maison des Cultures et les différents services de la commune qui ont également permis que l'événement puisse avoir lieu. Et bien sûr, merci à Latifa, Sam, Jacques, Michel qui est présent aujourd'hui pour cette rencontre. Et évidemment, merci à vous d'être nombreux pour participer à cette rencontre. Bonjour à tous. Donc, je vais dire quelques mots au nom du collectif. Madame la présidente honoraire du Parlement bruxellois, Madame la députée, Madame l'échevine, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités et chers amis, je voulais d'abord vous remercier évidemment d'être présent. Pour le collectif, c'est quelque chose d'important. Et au fait, vous dire que ce collectif, il est né il y a déjà quelques mois d'une série d'individus, de personnes qui se côtoient depuis plusieurs années, chacun à leur degré au niveau de leurs associations respectives, qui ont déjà mené beaucoup de combats sur la question de l'antiracisme, sur la question de l'antisémitisme, sur la question du vivre ensemble. Et on avait constaté que un conflit en particulier, le conflit au Proche-Orient entre la Palestine et Israël, et en particulier dans le cadre de la campagne militaire le plus endurcie, il y avait eu des tensions qui se créaient même
entre des amis, entre des personnes qui étaient de bonne volonté, sur la perception de ce conflit et sur la perception que ce conflit avait ici, chez nous, en Belgique. Et donc, il y a une chose qu'on ne voulait pas, c'était couper les liens entre nous, et d'où le titre de ce collectif qui s'appelle « D'être d'accord, de ne pas être d'accord ». Alors, a priori, on pourrait se dire quelque part que ça peut être assez enfantin ou assez limitatif dans le débat, en disant « Tiens, on constate qu'on n'est pas d'accord et le débat, il est terminé ». Que du contraire, on s'est dit « Tiens, c'est une porte d'entrée. D'abord, on continue à dialoguer, on continue à se parler pour justement éviter de chacun partir vers des formes d'extrémisme de pensée qui fait que le dialogue est complètement coupé. Et on fait un cheminement qui est compliqué, qui est difficile, mais qui se fait petit à petit. Et aujourd'hui, on est, je dirais, à la troisième activité de notre collectif. La première activité, on l'a faite au théâtre de Le Public, qui nous avait accueillis il y a quelques mois, où on a demandé à une série d'amis, à une série d'artistes, à une série d'acteurs publics de venir exprimer à travers l'art leur perception de la paix, leur perception de vivre ensemble. Ça a été un grand succès. Et puis dans la foulée, on s'est retrouvé à la Tricoterie de Saint-Gilles, où on a organisé une rencontre entre des personnes de confessions religieuses différentes, des musulmans, des personnes de la communauté juive, qui ont partagé la fabrication du pain, chacun avec sa perception culturelle. Et l'idée, c'était un atelier, une activité où on a fait du pain ensemble. C'était extrêmement symbolique, mais c'était la nécessité de se dire quelque part, on continue quand même à dialoguer. Et l'activité qu'on organise cet après-midi en votre présence, c'est, je dirais, la troisième étape qui est un aboutissement, on en fera d'autres après, de notre collectif. Et donc voilà, si ça vous intéresse, après la rencontre, vous pouvez en tout cas prendre contact avec nous, laisser vos coordonnées, on vous tiendra au courant de nos activités futures. Vous pouvez même être actif à proposer une activité concrète, de dire en quoi, d'accord, ne pas être d'accord, on peut proposer quelque chose de concret et on peut le faire ensemble, parce que c'est un collectif, on n'est pas une association, on n'est pas une ASBL. L'idée, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et enfin, je terminerai en disant que la semaine passée, je regardais la télévision et le journal de France 2, et il y avait un monsieur qui s'appelait Jean d'Ormesson, je crois que tout le monde connaît, qui a près de 90 ans aujourd'hui, et qui disait ces paroles-ci. Il disait, je les ai notées, il disait « La vie est une vallée de larmes, elle est aussi une vallée de roses ». Et je pense que cet après-midi, elle ressemble plus à la rose. Merci. Alors je vais aller très très vite parce que Sarah et Rachid ont tout dit, donc je ne vais pas me répéter, si ce n'est que voilà, merci d'être venus et aussi nombreux. Michel Gueude, qui est notre grand modérateur, notre grand chef d'orchestre aujourd'hui, va présenter nos invités, Jacques, Sam, Latifa et Jean-Philippe. Mais je voudrais vous dire simplement un petit mot sur Michel. Mis à part qu'il est donc notre grand chef d'orchestre de cet après-midi, il est écrivain, il est spécialiste des médias, il a écrit de nombreux ouvrages. Le dernier, qui s'appelle « La Révolution n'est pas finie », est encore chaude et dans toutes les bonnes librairies, et elle est proposée avec les autres livres des intervenants, si vous le désirez, après le débat. Voilà, bon après-midi. Merci pour ces quelques mots de présentation si chaleureux, et puis merci à chacun et à chacune d'entre vous d'être là et de participer à cette rencontre autour et avec Latifa. Et puis, déjà, je vous présente Jacques Socher, qui est écrivain, qui est philosophe, qui était longtemps professeur d'esthétique, si je me souviens bien, à l'Université de Bruxelles. Sam Touzani, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement comme acteur, comme auteur, comme metteur en scène, et Jean-Philippe Schreiber, qui est actuellement professeur d'université en histoire des religions, on pourrait dire ça comme ça, voilà, et qui écrit notamment sur l'histoire de la laïcité. On y reviendra tout à l'heure. Mais je vais d'abord, je vous propose qu'on écoute d'abord pendant quelques instants Latifa. Je vais lui poser quelques questions, qu'elle nous présente un peu son travail et son orientation. Puis je demanderai à nos trois intervenants de pointer l'objet, le sujet qui les intéresse le plus dans cette problématique. Qu'est-ce qu'ils retiennent, quel sujet ils aimeraient soumettre à Latifa. Et je vous laisserai bien entendu répondre. Et puis ensuite, le plus important certainement, c'est le dialogue avec vous, que nous poursuivrons pendant un bon moment. Latifa, on vous a beaucoup vu à la télévision. J'imagine que je ne vous présente pas dans le détail. Tous ceux qui sont venus ici, bien entendu, connaissent votre histoire, votre drame et votre combat.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle Mort pour la France, qui raconte la chose dans le détail, qui raconte votre vie, entre autres, votre enfance, votre arrivée en France, la manière dont vous avez élevé vos enfants, et puis tout ce qui entoure la mort de votre fils, et qui se termine par une lettre ouverte, qui est plus un texte, je dirais presque militant, un texte politique. Et c'est sur ce point que j'aimerais peut-être concentrer nos questions d'aujourd'hui, et spécialement ici peut-être. Est-ce que vous avez un mot particulier pour cette commune qui, depuis quelques mois, est l'objet de toutes les attentions à la suite des attentats de Paris, et dans laquelle, je pense, l'assassin de votre fils était venu, lui aussi? C'est un moment important pour vous de venir ici? Vous savez, c'est important partout où j'allais. Bonjour, monsieur, dame. D'abord, je suis très honorée d'être parmi vous. C'est un joie et un tristesse en même temps de raconter ma souffrance et mon combat. C'est difficile, certes, parce que Mohamed Marrah, il est passé par là aussi, par la Belgique. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec cette jeunesse perdue aujourd'hui, cette jeunesse qui sont livrés eux-mêmes, cette jeunesse qui a besoin d'être cadrée, d'être aimée surtout, et d'être entendue. Vous dites souvent, quand vous dites pourquoi vous avez commencé votre combat, que c'était à l'occasion d'une visite à Toulouse, que vous avez rencontré des jeunes qui présentaient Mohamed Merah comme un héros, et vous leur avez dit non, c'est un assassin. Et en même temps, quand vous parlez des jeunes, vous en parlez effectivement un peu comme de victimes qui sont recrutées dans une secte et qui sont à la fois la victime d'un manque d'amour ou d'attention des pouvoirs publics, et qui sont recrutées par des gens qui ont une vision sectaire de la société. Mais ensuite, ces gens commettent des crimes, des attentats. Alors, victimes, assassins, comment combiner les deux? Comment arriver à tenir les deux rênes en même temps? Vous savez, quand je suis partie à Toulouse, après 40 jours après l'assassinat de mon fils, pour moi c'était important parce que Ahmed, c'était pas qu'un fils, c'était un fils, c'était un ami, c'était un confident. C'était quelqu'un de très très proche de moi. Et il fallait que j'aille sur Toulouse pour voir s'il m'a laissé quelque chose au sol. Et c'est là, quand je suis arrivée à ce gymnase, un dimanche fin d'après-midi, j'ai trouvé qu'il y a des traces de sang. J'ai cherché comme une folle par terre. Je regardais partout, il passait, partout, il s'arrêtait. Et rien. J'ai crié très fort. Un cri d'une mère en souffrance. C'est quelqu'un qui peut m'entendre, c'est une voiture qui peut s'arrêter. Ce gardien du gymnase, il peut sortir. Rien. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris d'aller dans le quartier de Mohamed Marrah. Pour moi, c'était important de savoir qui il était, Mohamed Marrah. Pourquoi un jeune de 23 ans, il a tué 7 victimes gratuitement. Et je me suis trouvée là, il y avait quelques personnes âgées, et ces jeunes qui étaient assises, et il faisait beau ce jour-là. Et je me suis adressée aux jeunes, s'il vous plaît, savez-vous où il habite, Mohamed Marrah? 2 fois. Et ce jeune homme, il a souri. Il sourit, il me regarde et il me dit, mais madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. Mohamed Marrah, c'est un martyr. C'est un héros de l'islam, il a mis la France à genoux. Et pour moi, je regardais ces jeunes, c'est comme ils m'ont tué la 2e fois. J'ai dit, mon Dieu, comment ils peuvent réagir comme ça? Et quand je me suis présentée, c'est là où j'ai vu vraiment de la souffrance. Ils m'ont entourée. Et moi, je croyais, ça y est, c'était ma journée, est arrivée comme mon fils. Et j'ai dit, je vais mourir peut-être ici, mais s'il faut mourir pour chercher l'assassin de son fils, c'est pas grave. Et ce n'était pas le cas. Cette jeunesse, il y en a un qui m'a dit, madame, je m'excuse. L'autre, il me dit, madame, mais vous êtes courageuse de venir jusqu'à ici pour chercher l'assassin de votre fils. Et il y en a un qui me dit, voyez, je ne l'ai pas écrit cette phrase parce que je l'ai respectée, mais ça m'a tellement fait mal au cœur de ne pas faire grand-chose tout au début parce que je démarrais. Il avait 25 ans, il m'a dit, madame, moi je suis mort déjà. Je suis mort, mais parlez aux jeunes, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Regardez où on habite ici. C'est un ghetto, un cité, fermé. On n'a pas de chance de réussir. On n'a pas de chance, madame. Et quand les rats ils sont enfermés, ils sortent, ils font de ravages dans la société.
Et c'est là que j'ai compris, il y a une souffrance énorme. J'ai dit, s'il vous plaît, la société, elle est pour rien. Mais essayez de trouver une solution. Bougez au lieu de rester ici. Cherchez du travail. De tuer les gens innocents comme ça gratuitement, pourquoi? Regardez, vous m'avez brisé ma vie, moi. Vous avez enlevé la vie à mon fils. Vous avez enlevé des autres victimes gratuitement. Qu'est-ce que ça donnait plus pour Mera? Est-ce que ça va changer la France? Non, ça ne va pas changer. Ça va donner plus de racisme, plus de la haine, plus de la souffrance. Voilà ce que ça va donner. Et vous asseyez le nom de l'islam. Ça, l'islam, ce n'est pas l'islam pour tuer. L'islam, c'est un islam de tolérance, un islam d'amour, un islam de partage. Qu'aujourd'hui, l'islam en France et ailleurs, il est devenu une identité, est devenu une nationalité. Il n'y a plus de respect. Et pourtant, c'est une religion comme l'autre. Et là, j'ai dit, c'est là qu'il faut tendre la main. Eux, ils étaient à cause de ma souffrance. Mais moi, je dois tendre la main pour les aider. Est-ce que vous avez modifié votre vision après tous les attentats qui ont suivi? Puisque ici, nous parlons d'un attentat de 2012. Et il y a eu, entre-temps, évidemment, tout ce qui s'est produit. Oui, parce que si vous avez suivi un peu, depuis que j'ai créé cette association, j'ai dit, attention, il y a des mères partout. J'arrêtais pas de vertir. Aidez cette jeunesse. Essayez d'aller vers les familles. Ouvrez cette porte. Essayez de faire quelque chose. Parce que aujourd'hui, vous savez, quand on va dans les cités, on voit le monde séparé. Ces jeunes, ils sont à part. Quand vous allez dans l'établissement scolaire, 90% des origines maghrébines. Comme vous voulez, ces jeunes, ils ont la chance de s'en sortir. Quand des familles sont en chômage, un chèque scolaire, dans cette cité, dans ces ghettos fermés, il n'y a pas de solution. Je ne dis pas qu'ils ont raison de tuer, non, ce n'est pas une raison de tuer, mais tendre la main, les aider, au moins de les écouter. Parce qu'aujourd'hui, on n'écoute pas un jeune, on ne laisse pas s'exprimer. Moi, aujourd'hui, je vais dans l'établissement scolaire, un jeune, il doit préparer sa question. Et je ne veux pas, moi, qu'il prépare sa question. Je voudrais lui qui me pose sa question. C'est ça le but, pour savoir comment je peux l'aider. Mais si on prépare notre question, on ne peut pas avancer. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. On doit attendre la main. Et ce qui se passe le 13 novembre, et ce qui s'est passé le mois de juillet, c'est très grave. C'est très grave, c'est pour ça que je dis, les parents, ils ont un rôle important. C'est la base. Les parents, c'est le modèle. Les parents, c'est l'éducation. Les parents, c'est l'amour. Les parents, c'est qui cadrent leurs enfants. S'il n'y a pas de parents derrière, l'enfant, il ne réussira pas seul. Il ne peut pas réussir, c'est impossible. Alors quand j'entends certains parents, ils me disent, on est dépassé. On est dépassé, oui, par ce ghetto. Parce que ça, c'est pas normal. On est dépassé par cette mixité qu'il n'y en a pas dans l'école, oui. Mais l'éducation, elle est mondiale. Et c'est les parents. Si les parents travaillent avec leurs enfants, l'école, elle peut faire son travail. Mais s'il n'y a pas les parents, l'école, elle ne pourra pas faire seule. C'est impossible. J'ai travaillé 24 ans dans l'établissement scolaire. Je sais de quoi je parle. Alors, les parents, c'est mondial. Et on peut cadrer nos enfants. Et chaque mère, on doit partager au moins un repas avec nos enfants, la mère et le père. S'il n'y a pas un dialogue avec l'enfant, comment vous voulez savoir si l'enfant il a des problèmes, si l'enfant il est en difficulté, si l'enfant il est en déprime, si l'enfant il est en souffrance? C'est d'abord la mère qui doit voir son enfant. Moi, j'ai grandi comme ça avec ma famille, et c'est ça que j'ai donné à mes enfants. Je m'installe, si je vois mon fils, il est pâle, je dis, qu'est-ce que tu as? De quoi tu souffres? Est-ce que ça va pas? Est-ce que ça va pas à l'école? Est-ce que tu as un problème à l'école? Mais je ne reste pas les bras croisés. Et même que j'allais à l'école, je ne parlais pas bien le français. J'y allais quand même. Il faut que je sache comment ça se passe. C'était important pour moi. Et c'est pour ça, aujourd'hui, certains parents, malheureusement, ils baissent les bras. Et c'est la réalité, je ne vais pas à me cacher ou de ne pas le dire. Certains parents, quand un parent il dit « Je suis dépassé, madame ». Mais vous avez dépassé, vous avez fait 6-7 enfants. On ne peut pas faire des malheureux. On ne peut pas être dépassé pour nos propres enfants. Un homme qui me dit « J'ai perdu mon travail, madame, j'ai perdu ma dignité ». Non, je suis désolée. Un père, il ne pourra jamais perdre sa dignité. Un homme, il ne pourra pas perdre sa dignité, faire ses enfants. L'éducation, elle est importante. Ce n'est pas parce que je perds mon travail que je ne vais pas éduquer mon enfant. Quel rapport?
Il y a un problème de crise. On ne peut pas mélanger l'éducation avec une crise parce que je ne travaille pas. J'abandonne mes enfants, je laisse tout le monde, il fait ce qu'il veut, et puis voilà. Non. Le rôle d'un père, il est mondial. Le rôle d'un mère, la mère, c'est les piliers de la maison. Aujourd'hui, monsieur, certains pères, je suis désolée, monsieur, beaucoup d'absence de père. Le père, il est beaucoup absent. Beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Et qui c'est qui souffre le plus? Ben, c'est l'enfant. C'est l'enfant aujourd'hui qui souffre. On doit être conscient. L'adulte doit être conscient. On ne peut pas dire la faute à tout le monde. On ne peut pas être victimé. Tout le jour, je suis victime, j'arrive pas, j'ai pas de chance, j'ai pas réussi. Oui, il faut pousser ces barrières. Et il faut pousser ces murs s'il le faut. Vous savez, monsieur, dame, quand j'ai perdu mon fils, moi, j'ai reçu un courrier de l'armée. Vous savez que c'est marqué dessus? Votre fils, il est mort en accident. Vous voyez? J'ai dit non. Mon fils, il est mort parce que c'est un militaire. Ils l'ont tué parce que c'est un militaire. Alors mon fils, il n'est pas mort en service. Et j'ai tapé toutes les portes, monsieur, dame. Je ne me suis pas laissé faire. Moi et les autres familles. Et ça a été créé, cette loi, mort au service de la nation. Si j'aurais baissé les bras, je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. Vous voyez? Alors chacun de nous, il a un moteur. Et ce moteur, on doit le démarrer, que ce soit adulte ou enfant. Et c'est à nous de le démarrer pour démarrer dans nos enfants. Parce que le moteur, il est là. Mais s'il y a personne qui peut le démarrer, ben, il est faible. Et c'est ça, c'est donner le courage à l'enfant, donner le courage à l'adulte, de ne pas toucher la dignité d'un homme. Moi, aujourd'hui, quand je pars en prison, eh ben, je sors 2 jours, je ne mange pas. Parce qu'on touche la dignité d'un homme, même que c'est un assassin. On ne peut pas toucher sa dignité. On doit le respecter, on doit lui donner la chance de se réussir, on doit le sortir de sa cellule, on doit faire tout ce qu'on peut pour donner la chance à réussir. Mais malheureusement, le prisonnier, il ne veut pas sortir de sa cellule, on le laisse. Et il reste 23 heures sur 24. Comment vous voulez que ça devienne ce prisonnier? Quand ils vivent avec des cafards, quand ils sont 4 dans la cellule, et en toilette avec un rideau de plastique, il n'y a même pas de respect, il n'y a plus de dignité. Et bien quand il va sortir de prison, il est rentré avec une petite haine, il va sortir avec une grande haine. Ça va être un monstre dans la société. Voilà ce qui se passe. Et on n'est pas conscient. Et alors je dis, c'est nous qu'on fabrique des mères. C'est un travail à faire de tout le monde, que ce soit dans les politiciens, que ce soit dans les maires de ville, que ce soit dans les associations, les éducateurs, les parents et mondial. L'école est la responsabilité mondiale avec les enfants. Tout le monde doit se mettre aujourd'hui. On ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas dire il y a une crise, on n'arrivera à rien faire. Non, on peut faire beaucoup de choses. Dans votre livre, vous dites qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Quel est l'ennemi sur lequel on se trompe et sur lequel faudrait-il se focaliser? Vous savez, quand... moi, je ne comprends pas que certaines familles qui n'apprennent pas à leurs enfants la base de l'islam. Quand on s'installe dans une table, on s'assoit, on dit Bismillah, Alhamdulillah, lave tes mains avant de t'installer à table. Les gestes, on voit les parents qui font la prière, on voit tout l'enfant est grandi avec ça. Il n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin, parce qu'il a la base. Et on peut le donner encore plus quand il va grandir. Il y a maintenant dans l'université qu'on peut apprendre la langue arabe. Il y a des livres qu'on peut acheter à nos enfants pour qu'ils apprennent. Et on n'a pas besoin de notre enfant qui va chercher son ennemi ailleurs pour qu'il apprenne. Vous voyez, c'est ça. C'est quand un enfant, il est enfermé. Des fois, même les parents ils disent, mais il est à la maison, il ne fait rien. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre? Avec qui il parle sur Internet? Je ne sais pas, mais il est chez moi, hein. Il est sage, il est sérieux. Mon fils, il n'est pas dans la rue. Avez-vous, qu'est-ce qu'il fait dans la chambre, madame? Non. Eh bien, c'est là qu'il faut voir. L'ennemi, il est là. Quand quelqu'un vous invite sur Facebook, c'est le danger total. Quand quelqu'un vous dit, je vous donne le rêve, je vous donne l'espoir, et l'enfant qui manque de ça, et que la République, il a oublié, eh bien l'enfant, il va chercher cet espoir. C'est ça l'ennemi. Et c'est pour ça que je dis, la République, elle n'oublie jamais personne. Mais c'est à nous d'aller vers la République aussi. Elle nous aime et on doit l'aimer.
C'est ça l'ennemi. L'ennemi de ne pas tomber dans le piège. C'est pour ça que je dis aux parents, apprenez à vos enfants. C'est pas grand-chose, bismillah, alhamdulillah. Habille-toi bien, dis bonjour, dis merci, avance, range ta chaise. Ça fait partie de l'islam, ça. Autour d'une table, apprécier ce que tu manges, sans bruit. Voir tes parents dialoguer avec tes enfants ils dialoguent avec toi. C'est ça, de sauver l'enfant. Mais pas l'enfant, il est l'assiette de l'homme au micro-ondes, il mange tout seul, j'ai pas faim, je mangerai plus tard. Comment vous voulez que vous sachiez l'enfant et il vous chape? Et après on dit, on n'a pas vu, j'ai pas fait attention, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, le problème il est là. Et c'est ça l'ennemi. L'ennemi de ne pas laisser seul votre enfant. Il n'y a personne qui peut aimer votre enfant à part proprement même. Moi, personne n'aimera mes enfants à part moi-même. J'aime mes enfants. Chaque mère, elle aime ses enfants. Alors pour aimer ses enfants, c'est elle qui doit faire le nécessaire. C'est la mère, le père. Je parle beaucoup de mères, je suis désolée, parce qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de mamans qui défendent leurs enfants. Pas beaucoup de papas. Je suis désolée de parler comme ça. La mère, elle est vraiment... dans l'école, c'est la première que je vois. Dans l'association, c'est la première que je vois. Quand l'enfant il est malade, c'est la première que je vois. Toujours la mère, elle est là avec son enfant. Et le père, il est où? Elle est où le père? Son rôle aussi, il doit participer à ces chèques de scolaire avec son enfant. Quand il fait une bêtise, quand il tape quelqu'un, je dois y aller m'excuser, je vais aller avec mon enfant m'expliquer. Le rôle de père, c'est ça, l'autorité, le respect. Elle est où? Certains pères, ils sont où? Pourquoi on laisse cette femme avec 5 et 6 enfants et puis on s'en va? Comment il va donner toute cette force pour ses enfants? Comment il va faire cette femme seule? Il va travailler, il va éduquer, il va surveiller. Il ne peut pas toute seule. Il ne peut pas, c'est pas possible. Et c'est pour ça quand on voit aujourd'hui des jeunes qui trafiquent, alors décrochage, ils tombent dans le trafic, dans la prison. Et quand ils sortent de prison, qu'est-ce qu'il devient? C'est comme Mera. Voilà. Ils sortent quelqu'un d'autre. D'un drame à l'autre. Vous avez un vrai discours sur la laïcité. J'aimerais que vous nous en parliez. Comment vous la voyez? C'est quoi pour vous la laïcité? Moi, la laïcité, c'est l'égalité. Vous voyez, là, on est ensemble. Je ne demande pas qui c'est qui est musulman, qui c'est qui n'est pas musulman, qui c'est qui est chrétien, qui c'est qui est juif. Là, on est ensemble. Je ne pose pas la question. C'est ça l'égalité. Pour moi, c'est ça la laïcité, le respect. On est ensemble. Je n'ai pas besoin d'aller voir c'est que ces gens-là, de quelle confession ils sont. Non. C'est ça. C'est une partie. La laïcité, elle a donné la liberté de pratiquer sa religion librement. Ça, c'est fait partie de la laïcité. On a des mosquées partout, on a des églises partout, on a des synagogues partout. On peut pratiquer notre religion normalement. On peut chercher par exemple la viande cachère, on la trouve. On peut chercher la viande halal, on la trouve. On peut chercher la viande normale, on la trouve. Voilà. Excusez-moi de parler comme ça, parce que nous on est au normal. Voilà. Ça fait partie de la laïcité. Parce qu'on est compliqué. Halal. L'autre il veut cachère. Et l'autre il mange normal. Il ne cherche pas à comprendre. Excellent. Voilà, mais ça c'est le respect, voilà, c'est le respect de la laïcité quand même, il y a de tout. Et on est dans l'école aussi, c'est l'égalité. Quand on est dans une classe, moi quand je rentre dans les classes, je n'ai jamais demandé à un enfant de quelle confession vous êtes. Et la laïcité, de respecter les valeurs des républicains, les valeurs laïques. On est dans une école laïque, on n'a pas le droit de porter le voile, et bien on ne le porte pas. C'est les règles. On ne va pas changer les règles. C'est ça le respect des valeurs. On n'a pas le droit de porter le kippa à l'école laïque, on ne la porte pas. On n'a pas le droit de porter un croix, on ne la porte pas. Tout le monde est égal. Et bien ça fait partie de la laïcité. Moi j'ai compris la laïcité comme ça pour moi. Voilà. Peut-être, j'espère que je n'ai pas tort. On va demander. On va demander à un grand spécialiste de la laïcité, il a écrit des livres sur le sujet, s'il s'y reconnaît, si c'est une bonne manière pour lui de résumer la chose. Écoutez, d'abord je voudrais dire que c'est difficile de parler après Latifa parce qu'on ne se sent pas très légitime. Forcément, malgré sa souffrance, elle dégage une telle humanité, un tel espoir. Elle n'a que les mots amour et partage
dans son vocabulaire et c'est extraordinaire de l'entendre. Et ce qui est encore plus formidable pour moi, c'est que pour la première fois depuis des années, je rencontre quelqu'un qui a exactement la même définition que moi de la laïcité. Ça va. Alors bien sûr, cette laïcité, qui est l'égalité, selon moi, je pense tout à fait comme vous, j'y ai consacré un bouquin qui s'appelle malheureusement La crise de l'égalité, parce que je pense que ce qui caractérise notre société qui va mal, c'est que l'égalité se perd. C'était une espérance extraordinaire de la démocratie née des Lumières, et l'égalité aujourd'hui se délite complètement. Et c'est ça le défi auquel nous sommes confrontés. C'est ça le défi que vous tentez de rencontrer tous les jours à travers votre combat. Et je trouve merveilleux que vous le disiez avec ces mots-là. Nous le disons avec d'autres mots, mais cela se rejoint tout à fait. Non pas que la liberté soit un combat vain, il faut constamment travailler à la liberté. La fraternité, la solidarité s'étiole malheureusement aussi de plus en plus tous les jours, mais ça, ce sont les coups que lui porte le libéralisme ou le capitalisme sauvage. Mais l'égalité, c'est le fondement, je crois, de la démocratie. Et finalement, il ne faudrait peut-être pas utiliser le mot laïcité, qui, de surcroît, aujourd'hui, a tendance à opposer des gens qui devraient normalement se rencontrer. La laïcité est perçue comme quelque chose de radical. Elle devrait aller de soi. Toute démocratie devrait être laïque parce que nous devons travailler jour après jour à l'égalité. Oui. Vous disiez un moment à l'instant que la liberté de culte existe, que comme musulmane, vous n'avez pas l'impression que la société vous opprime. Non, la liberté, si j'ai envie d'aller prier dans la mosquée, voilà, il y a partout, alhamdoulilah. Moi, je suis contre de faire la prière sur la rue, ça, je ne suis pas d'accord. Mais dans la mosquée, le contraire, c'est ça la liberté. Et il nous donne la possibilité pour prier. Alors moi, j'ai dit à chaque frère ou chaque sœur musulmane, quand la mosquée elle est pleine, il n'y a pas de place, je rentre faire la prière chez moi. Et je ne dérange pas mes voisins, ni les gens qui habitent à côté de la mosquée. Pas bloquer les routes. Je suis désolée. Jacques Sacher. Mais d'abord, Latifa, si tout le monde était comme vous, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme vous. Et vous avez pointé quelque chose qui me semble capital, c'est l'absence de structure. Beaucoup de jeunes, musulmans, catholiques, juifs ou laïcs d'ailleurs, sont déstructurés aujourd'hui. Et une des raisons de la déstructuration, c'est la crise familiale. C'est souvent l'absence du père. Imaginons un père qui n'éduque pas ses enfants, quelle que soit leur religion, dans le principe de l'égalité, qu'il continue à colporter l'idée que l'homme est plus que la femme, et que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Ça ne donne pas nécessairement un résultat semblable à votre pratique de la laïcité de la vie. Or, c'est le plus fréquent. Deuxième déstructuration, c'est évidemment le manque d'encadrement. L'ignorance est énorme. L'ignorance du fait religieux est énorme partout. Et malheureusement, spécialement dans l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas toujours des imams compétents, parce que les réseaux sociaux et Internet deviennent des mauvais professeurs d'égarement, et donc on a, dans sa propre religion, une méconnaissance de sa religion, et par conséquent de son identité. Et quand l'identité est troublée, et que économiquement ça ne va pas, et que socialement on n'est pas intégré, je parle des jeunes, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche une reconnaissance ailleurs, une Oumma d'un autre type, où on sera un héros, où on sera quelqu'un. Je pense à un film de Louis Malle qui n'a rien avec l'islam et avec la question qui nous préoccupe. Grand réalisateur Louis Malle, Lacombe Lucien. Lacombe est un jeune garçon de 16 ans. C'est la guerre, nous sommes en 1942. Il veut s'inscrire dans la résistance. Mais les chefs des réseaux résistants trouvent qu'il est un peu fêlé et pas fiable. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va à la milice, il a un béret, il a une mitraillette, il est quelqu'un. Il est enfin quelqu'un. Et donc malheureusement, la fuite devant la déstructuration
et devant les valeurs de l'Occident lui-même déspiritualisé, fait que beaucoup de jeunes se reconnaissent dans un romantisme de la mort. Ils sont quelqu'un, même dans la mort, avec l'espérance d'un paradis magnifique. Et donc la religion vient en second plan. Elle instrumentalise déjà quelqu'un qui est complètement déstructuré et va lui donner une nouvelle déstructuration qui va évidemment faire de lui ce qu'il n'est plus, un autre qui renie sa famille, qui ne comprend pas sa religion, qui déteste l'humanité, qui déteste spécialement l'Occident, jouisseur, qui veut vivre, ce que les philosophes appellent l'immanence, ici-bas est discrédité, et ça donne évidemment, entre autres, les catastrophes qu'on connaît. Et une voix comme la vôtre et comme d'autres permet de nous réveiller. Au fond, tout le monde doit se réveiller. Et je crois que les musulmans doivent aussi, et ils le font de plus en plus, se réveiller. Et ne pas tomber dans le piège de l'amalgame. Molenbeek n'est pas une commune intégriste. Il y a une minorité de dingues, pas la majorité. Et c'est bien qu'on soit ici à Molenbeek, qu'on le dise. Molenbeek n'est pas ce que les médias racontent. Vous n'êtes pas ce qu'on dit que vous êtes. Ne le devenez pas. C'est ça l'instrumentalisation, c'est ça le piège. Et donc, l'éducation, la culture, le dialogue, le respect de l'autre, ça s'apprend. À l'école, dans la famille, partout. C'est un grand combat. C'est maintenant qu'il faut le mener. Et vous le menez admirablement. Je vous en remercie. Vous savez, quand je suis allée à Toulouse et je vais ces jeunes monsieur, ça m'a fait beaucoup de mal, hein, parce qu'ils sont complètement livrés eux-mêmes. Ni de l'amour familial, ni ils auraient eu la chance dans l'école, ni pour chercher du travail. Et c'était complètement livré eux-mêmes. Je vous assure, quand j'ai parlé avec eux, il y en a un qui dansait quand il parlait. Et je ne comprenais pas pourquoi ils dansaient. Et à force que je travaille aujourd'hui avec l'association, ils me disent, Madame, les jeunes de quartier ne sont pas comme les gens de la ville. Je dis, pourquoi? Parce qu'ils ont un code. Quel code? Et à force d'aller vers les jeunes, c'est vrai, je voyais quand ils parlent, ils sont là avec les mouvements. Et la casquette à l'envers. Et là, j'ouvre un centre à Garges-de-Gonesse pour travailler avec ce code, pour donner la chance à cette jeunesse. Voilà comment il faut se porter, voilà comment il faut parler. Et ça, c'est important aussi, quand les parents y voient l'enfant, il bouge comme ça. Pose-toi, calme-toi, reste tranquille, parle pas avec les gestes. Et ça s'apprend. Je vous assure, je n'ai vu des choses. Est-ce que c'est normal? Et je suis allée dans une famille, je me suis installée, j'étais dans le canapé, je regardais, et le fils, il parlait comme ça avec sa mère. Oh wesh, maman. Et elle rigolait avec son fils. Je dis, mais pourquoi tu parles comme ça? Mais comme ça qu'on parle ici, madame. Je dis, t'as pas besoin de parler comme ça. Et vous, madame, vous ne pouvez pas l'entendre comme ça. Pourquoi vous l'entendez parler comme ça et vous laissez? Il me dit, il me fait rire. Mais il vous fait rire, mais il est en train de gâcher sa vie, madame. S'il fait ça d'heure, il va faire ça à la MPE ou n'importe où, il va chercher du travail. Tu vois, il va dire, wesh, je vais te trouver du travail. Voilà, c'est un travail. Je vous assure, c'est un travail à faire énorme. Et il y a des jeunes aussi qui sont des sociales aussi, c'est malheureux à dire, des parents qui sont alcooliques. Et là, c'est une souffrance énorme. Et tu dis, madame, j'ai mes parents qui boivent, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les aider ou... Non. Tu demandes à l'aide pour toi, jeune homme. C'est toi qui as besoin d'aide. Eux, ils sont adultes. Ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais tu demandes à l'aide à tes parents, mais demande l'aide à toi d'abord. Alors il y a toutes les souffrances que je vois. L'ignorance, l'identité de l'enfant. Pareil. Pourquoi on ne peut pas dire à l'enfant, vous êtes belge, vous êtes né en Belgique, vous êtes belge. Vous êtes né en France, vous êtes français. Pourquoi on dit non, n'oublie pas. Tu es marocain, hein, tu es algérien. Pourquoi? L'enfant, il ne sait même pas sa identité.
Et on est fautif, on est responsable. Moi, je n'oublie jamais où je viens. Je suis marocaine, je suis fière de l'être. Je suis musulmane et je suis fière de pratiquer mon islam. Et je suis française et je suis fière d'être française. Parce que c'est la France qui m'a donné la chance de réussir. Il m'a donné la chance pour que mes enfants ils ont réussi. Pourquoi je vais dire la France, il n'a rien fait pour moi? Je viens d'une famille très pauvre, je ne vous le cache pas, mais riche en valeurs. Très riche en valeurs, en respect. Et je suis rentrée à l'âge de 17 ans et demi. Et cette fille qui était de fils militaire, avec des règles et des valeurs, j'ai transmis ça à mes enfants. Vous voyez? Ça se transmet. Alors, quand je suis venue en France et quand j'ai attendu 4 ans, il fallait que je m'intègre, il fallait que j'apprenne, etc., avant de voir une famille. C'était le plus important pour moi. Et quand j'étais prête, j'ai fondé ces familles. On a fondé, moi et mon mari, 5 enfants. 5 enfants, et les 5 enfants, j'ai 4 fonctionnaires, monsieur. Bravo. 4 fonctionnaires, alhamdoulilah. 4 fonctionnaires parce que j'ai pas eu cette chance, moi. Alors je voudrais que mes enfants y réussissent. Cette soif, moi, que j'avais pas la chance d'étudier, alors j'ai poussé mes enfants à étudier. Je travaille 8 heures par jour, et le samedi, dimanche, je faisais les plats pour monsieur et madame, et avec cet argent, j'habillais mes enfants, on allait en vacances, j'ai payé les profs qui viennent à la maison. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est le week-end pour moi. Vous voyez, quand on veut, on peut. On ne peut pas dire on ne peut pas. On peut, mais il faut voir ce moteur qui soit toujours démarré. Et on arrive. Et j'étais moi aussi dans une petite cité. Mais je n'ai pas voulu rester dans les cités. J'ai acheté une maison, je me suis édettée. Ils m'ont dit, vous allez manger des pommes de terre. Et bien, j'ai pu faire manger des pommes de terre, être chez moi. Et mes enfants, ils grandiront dans une grande maison et j'ai grandi moi. Parce que moi, j'étais pauvre, hein, mais vous savez, c'est pas le pauvre de ne pas avoir une mère, hein, de ne pas avoir un père. J'étais élevée avec ma grand-mère parce que j'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans, mais j'ai grandi dans une grande maison, je vous assure. Et quand je suis arrivée en France, c'était un F2. Vous voyez, quand je vois ma maison, je dis, mon Dieu. Alors, j'ai pas voulu que mes enfants ils vivent dans une petite maison. Et il fallait que je m'investisse, moi et mon mari, et d'acheter une grande maison. Parce que pour mes enfants qui grandissent bien, c'était le plus important. Et après, si j'ai la chance, je m'investirai au Maroc et d'acheter quelque chose pour ma retraite. Voilà. Je vais passer la parole à Sam, et on va voir lequel des deux nous secoue le plus. Écoutez, c'est toujours, comme Jean-Philippe l'a dit, très difficile de parler après Latifa, parce que d'abord Latifa me fait énormément penser à ma propre maman. Nous avons, Latifa et moi, quelque chose de commun avant tout. Nous avons la même religion, et nous avons cette même religion, moi, comme elle, c'est la religion de l'amour. C'est à ça, moi, que je crois. Et en plus d'avoir la même religion, je parle de religion d'amour, bien sûr, pas des autres. Là, les autres, on va en parler dans quelques secondes. On diffère et je vais pouvoir expliquer pourquoi. C'est une femme de bon sens. Je n'ai eu de cesse ces 20 dernières années de faire différents hommages à la femme. Je crois, au même titre qu'Aragon, que la femme est véritablement l'avenir de l'homme. Mais je crois que c'est d'autant plus vrai en matière d'immigration. D'abord parce que c'est la femme qui est le plus oppressée dans le monde. Il ne faut pas faire de grandes études pour le comprendre. Mais elles nous transmettent avant tout, moi qui suis l'éducation et le résultat de l'éducation de femmes, elles nous transmettent des magnifiques valeurs d'équité, d'égalité, de respect, que je vois, je fais un peu de la discrimination positive. Alors si vous me permettez, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit il y a quelques jours pour l'occasion, qui résume assez bien, d'abord ce qui vient d'être dit, mais qui résume assez bien ma pensée sans la réduire. Parce que comme on a, voilà, sinon je vais me dilater et je risque de tenir le crachoir pendant 1 heure. Et comme la thématique... Un garçon qui a besoin de cadre aussi. Oui, voilà. Mais les cadres, ce sont les mots. La thématique, vous l'aurez compris, et notre collectif s'appelle « Être d'accord de ne pas être d'accord ». Et c'est autour de cette idée-là que j'ai écrit un petit texte. Mettons-nous d'accord
de ne pas être d'accord. La vérité se pose en s'opposant et elle est plurielle. Plus que le vivre ensemble, le libre ensemble est essentiel. Difficile d'être d'accord dans la peur et l'effroi. Tu n'apprends pas grand-chose d'une personne lorsqu'elle est d'accord avec toi. La raison élargie, c'est sortir de soi-même. Repenser sa pensée évite pas mal de problèmes. Lutter contre les préjugés sans à son tour les réorganiser. Alors, si vous le permettez, je tente un petit coup de clic sur un point géographique. Molenbeek, la magnifique. Molenbeek, la magnifique. La plus connue des communes au monde, le temps d'un coup de kalachnikov immonde. J'ai grandi dans ce quartier, avec mon pote Ben Amidou d'ailleurs, que je vois là, assis sur l'escalier. J'ai grandi dans ce quartier sans trop de culture, dans la rue même où se situe cette même maison des cultures. De Molenbeek à Schaerbeek, en passant par Saint-Josse, je roule ma bosse. À l'époque, il n'y avait pas de revendication violente à l'endroit de l'identité. Sur les terrasses se jouait aussi la lutte des classes. On palabrait ni trop bonnement, ni trop fièrement, autour d'un verre de thé ou d'une bière qu'on buvait librement. Au foyer, au Wartkapoen, à la JN, on détruisait la haine. Avec l'esprit de Voltaire, nous étions solidaires. Quelles que soient nos galères, pas de repli communautaire, ni de discours victimaire. Ce qu'on appelle encore maladroitement l'immigration de la première génération a baissé l'échine en silence, 10 heures par jour dans le froid et la misère, pour un peu de dignité, pour eux et pour leurs enfants aussi. Ceux de la deuxième génération qui s'organisaient peu à peu autour d'une certaine idée de la citoyenneté. Des slogans qu'on criait comme si c'était la première fois, comme si on s'exprimait pour la première fois, comme si notre vie tout entière en dépendait. Tous ensemble, nous battions le pavé en criant « Belges, immigrés, solidarité ». Aujourd'hui, tu remplaces immigrés par sans-papiers ou réfugiés, et c'est toujours d'actualité. Belges, immigrés, même combat, même droit. À l'époque, il ne s'agissait en aucun cas de revendiquer quoi que ce soit au nom d'une quelconque foi. Bon, tout n'était pas facile sous nos pieds aux identités fragiles. Et déjà se pointaient à l'horizon les idiots utiles qui se faufilent pour soutenir le djihad des imbéciles. À l'époque, dans les années 80, à l'époque de touche pas à mon pote, pas de droit de vote, un délit de faciès qui a la cote, une forte discrimination à l'embauche et la cerise sur le ghetto dans presque chaque famille un toxico. Malgré cela, nous n'étions pas séparés du bonheur des uns par le malheur des autres. Un destin commun, pas de banlieue à Bruxelles. Ça crée du lien. La ville nous appartient. Malgré la couleur du ciel et la pluie qui n'en finissaient pas, mes amis arc-en-ciel sont les rayons d'un même soleil. Jean-François, Mohamed, Michel, Barbara, Rachida, tous humains, sans particularisme effréné, qui remettent en cause le principe d'égalité. Alors, comment sommes-nous passés, sans généraliser, de la cohésion sociale, de la paix, shalom, salam, à des écervelés comme Salam Abdel Salam? Face à cette violence barbare, 1000 explications probables, sociopolitiques, philosophiques, pour expliquer l'innommable. Mais aucune, je dis bien aucune, ne justifie l'assassinat, la violence faite aux juifs, aux homos, aux apostats. Sans oublier que les musulmans eux-mêmes sont les premières victimes des attentats. Boko Haram, EI, Daesh, Al-Qaïda, même sordide de combat. De là à affirmer que le terrorisme n'a rien à voir avec la religion de la soumission, n'exagérons pas. Cela reviendrait à dire que la chrétienté n'a rien à voir avec les massacres de l'Inquisition. Au-delà de la violence, justement, au-delà de toutes les responsabilités aussi qui nous incombent, nier le plaisir morbide que ces terroristes ont à tuer serait un comble. Une responsabilité qui, au-delà du lavage de cerveau, ne doit pas nous faire oublier que c'est l'agresseur qui coupe la tête avec un couteau. Quand l'objectif de la vie
c'est mourir, le Thanatos est toujours prêt à bondir. Regarder le monde avec les yeux de la mort, c'est nier la réalité au profit de la loi du sang et du culte du martyr, et ça le pire. Lorsque le brun se mélange au vert, c'est la couleur de la guerre. L'extrême droite et les islamo-fascistes sont partout les mêmes. Ils carburent à la haine. On peut décliner la variation du thème. Certains politiques, dont l'agenda est aussi bien caché qu'une afghane sous sa burqa, caressent dans le sens électoral du poil. On ne voit plus que à la télé ou sur la toile affirmer avec une conviction douteuse que le hic vient des laïcs, car ils sont trop critiques, satiriques et hystériques à l'endroit des religions et incapables d'autocritique. Après l'opium du peuple, on te resserre dans la même gamelle l'opium des intellectuels. Une idéologie de la peur, et sous prétexte qu'on a peur, le contexte devient plus fort que le cortex. Bref, et c'est par là que je terminerai, comme dirait l'autre, nous qui voulons toujours raison garder, nous savons qu'il y a des malentendus et des malentendants. Et les malentendants créent des malentendus, vous m'entendez ? C'est une véritable éthique de la non-violence qu'ensemble nous devons créer. Je ne désespère pas en entendant Latifa, et je ne désespère pas de notre humanité tant que deux êtres humains continueront à dialoguer en étant d'accord de ne pas être d'accord. Alors, à bon entendeur, salut, salam, shalom et dar Allah. Ce que je peux dire, c'est formidable, c'est que vous venez d'exposer cette poésie ou cette explication sur la réalité. C'est vrai, c'est pour ça que quand je témoigne, moi je dis il ne faut pas avoir peur de l'autre. Il faut y aller vers l'autre. C'est très important. Aujourd'hui, avec l'amalgame, malheureusement, les gens ils ont peur avec tout ce qui se passe. Alors c'est à nous d'aller vers eux. C'est très important. Vous savez, moi, quand je prends le train, je m'installe, les gens ils me regardent et je dis bonjour, monsieur, dame. Ils ne me répondent pas. Hein. Ils voient ma valise, ma petite valise, mon petit foulard. Et après, quand je pars, je dis au revoir, monsieur, dame. Et là, ils me disent au revoir. Vous voyez ? C'est très important. Au revoir, le sourire, d'aller vers l'autre, le regard. C'est pour ça qu'on parle sur le vivre ensemble. Là, on est ensemble, mais il faut tolérer l'autre mutuellement. Et comment on peut le vivre ensemble, c'est le regard. Quand on regarde quelqu'un, on le regarde avec notre cœur. Et après, c'est le sourire. Et après, on peut facilement dialoguer. Mais si on regarde avec froidement, on ne peut pas aller vers l'autre. On ne peut pas, parce que c'est un blocage total. C'est pour ça que le vivre ensemble, il est important. C'est le regard, travailler sur le regard. Le regard, c'est les yeux, c'est le contact du cœur. Et c'est l'amour. Voilà, c'est très important. Je salue Madame Skepmans, la bourgmestre qui vient de nous rejoindre. Je vous la présente. Et c'est justement une question que je voulais vous poser qui revient aussi régulièrement dans votre livre. J'y pense à propos de l'anecdote du train. Vous citez les moments où l'administration, la police, les hommes politiques, au fond, ne vous traitent pas avec dignité, ne vous reconnaissent pas vraiment comme égal dans la société. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, par exemple, à nos élus politiques ici ? Quel est l'effort qu'eux devraient faire ? Vous avez parlé des parents, de l'école, de nous, tout simplement. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? Le pouvoir public, c'est important quand on accueille quelqu'un dans le bureau. On doit l'écouter. On doit l'écouter, on doit être ouvert. On ne peut pas dire, on ne peut pas le recevoir, on n'a pas le temps. J'arrive pas à le comprendre, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Non, on doit l'entendre. Vous savez, moi, quand j'étais Émilie dans cette commissariat de Toulouse, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ce policier.
Et si je m'avance pas, je ne peux pas dire tous les policiers. C'est un seul policier. Et un seul policier qui m'a humilié, il m'a humilié ma famille. J'ai été oubliée 4 jours. 4 jours, ça fait beaucoup. Vous savez, quand vous perdez votre fils, et l'autorité, il ne cherche même pas à savoir. Pourtant, Ahmed, c'est un militaire qui servait la République, qui a fait 10 ans dans l'armée. Il est rentré en bac plus 4. Il était moniteur de parachutisme. C'est pas un voyou. Comme il disait dans le journal, c'est un voyou, c'est un délinquant, c'est un trafiquant. Ils ont salé sa mémoire. C'est pour ça que j'ai dit au maire de Toulouse, j'ai même pas reçu un courrier. Mon fils, il est tombé dans sa ville. Vous vous rendez compte? Où sont les autorités? Où sont les maires? Où sont les joints, les députés? Alors chacun, il doit respecter l'autre. C'est quand on est en place, on est politicien, on doit travailler pour la société. On doit les écouter. Quand on reçoit quelqu'un au bureau, on doit l'aider. C'est très important. Sinon, on vient juste pour chercher les voix et on est installé, après on ne vous connaît pas. C'est pas normal. Je suis désolée. Jacques? Michel, puisque tu posais la question s'adressant aux responsables politiques, je crois, ça vaut pour la Belgique comme pour la France, comme pour tous les pays d'Europe, c'est renforcer le pôle éducation, l'encadrement par l'éducation, la culture, l'enseignement, et spécialement l'enseignement du fait religieux dans les écoles. Pas pour convertir, mais pour que chacun, quelle que soit sa religion, sa laïcité, connaisse les grandes heures et les dérives de toutes les religions monothéistes et de la laïcité. Ça commence à se faire timidement en Belgique, très timidement. C'est l'obligation d'un cours de philosophie, de citoyenneté et d'enseignement des religions pour qu'on puisse se connaître l'un l'autre et connaître sa propre religion. La connaissance vainc l'ignorance. La devise de notre université, c'est Scientia vincere tenebras, par la science vaincre les ténèbres. Il y a un énorme travail à faire, tout le monde doit s'y mettre, et spécialement les politiques en augmentant, malgré la crise, substantiellement les budgets de la culture, de l'encadrement, de l'éducation, et donner des cours ad hoc pour qu'on puisse se connaître, se comprendre, d'où on vient, qui on est et qui est l'autre. Ça, c'est pratique, ça peut se faire si on se rend compte qu'il est temps maintenant de le faire, donc ce soit trop tard. Voilà. Oui, Michel, tu interrogeais tout à l'heure Latifa en lui demandant qui était l'ennemi. Et je crains que l'ennemi soit en nous-mêmes. Nous vivons en Europe en tenaille entre un populisme qui entretient la peur, qui l'exploite, qui vit, se nourrit de la haine de l'autre et qui distille cette haine de l'autre parmi nous. Et puis nous sommes en tenaille entre ce populisme d'une part et puis ces terroristes, ces djihadistes, ces fondamentalistes qui, bien sûr, travaillent à développer notre peur et notre inquiétude, nos angoisses, et qui dans le même temps ont aussi comme objectif de susciter de la guerre civile en Europe et de monter les communautés, si tant est qu'il y a des communautés entre elles. Et j'avoue avoir en quelque sorte peur de mes propres peurs. Il y a une maxime dans la tradition juive qui m'a aidé à traverser les ans et qui dit, elle est bien connue pour ceux qui s'intéressent à la tradition juive, elle dit le monde est un pont étroit, le monde est un pont étroit, il suffit de ne pas avoir peur. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans une société qui est véritablement en crise. Ce pont est de plus en plus étroit. Et bien sûr, si je rejoins ce que disait Jacques Socher à propos de la culture de la citoyenneté, à propos de la philosophie à l'école, la connaissance de l'autre, je pense qu'il y a, au-delà de cela, une véritable révolution culturelle à mener pour que nous soyons à même de surmonter cette crise morale que nous vivons.
Parce que c'est vrai que c'est formidable d'apprendre à aimer l'autre, c'est formidable d'apprendre à respecter l'autre, mais il faut commencer par apprendre à s'aimer soi-même. Et c'est tout le défi de l'éducation, de la culture, c'est d'apprendre aux hommes à ne plus avoir peur d'eux-mêmes, à entretenir ce qu'il y a de meilleur en eux, l'humanité que nous portons tous en nous et que certains, malheureusement, oublient quelque peu parce qu'ils oublient ce qu'il y a de mieux en eux pour ne cultiver que ce qu'il y a de plus terrible, de plus négatif, de plus destructeur, de plus mortifère. Apprendre à aimer l'autre, c'est d'abord apprendre à s'aimer soi-même et travailler à l'éducation. Je crois que c'est cela, c'est aider les enfants à travers leur émancipation, qui est le moteur premier de l'éducation, qui est le moteur premier de l'ambition de notre système éducatif. C'est en même temps qu'on travaille en son émancipation, c'est lui apprendre à s'aimer pour être capable d'aimer les autres. Il y a là un défi terrible, et je crois qu'il y a une véritable révolution culturelle à mener. C'est un défi épouvantablement tragique en même temps, parce que ça signifie que nous avons beaucoup régressé, que les idéaux, les ambitions de ces 2 derniers siècles sont en train de s'effacer. Mais on ne peut pas simplement, et c'est vrai qu'il faut s'adresser aux politiques, mais il faut s'adresser à tous les citoyens, parce qu'il y a là un défi qui nous concerne tous et que nous devons tous prendre à bras-le-corps, comme vous le disiez. Il faut nous travailler de l'intérieur pour pouvoir ensemble travailler l'extérieur. Je pense que la parole est à vous maintenant. Alors je ne sais pas comment on fait. Rachid, tu as un micro, voilà. Je vous remercie, Madame Latifa. Nous nous sommes rencontrés à Liège le 24 novembre, souvenez-vous, au dernier enregistrement de Nom de Dieu, d'Edmond Blatchem. Et une fois encore, vous m'émouvez, je crois que ça s'entend, votre façon universelle, éternelle, d'envisager l'éducation. Parce qu'il n'y a pas que les vôtres qu'il faut éduquer. Ici, je suis belge, je ne suis pas de Bruxelles, je ne suis pas de Molenbeek, je suis anversoise, j'habite à Fleurus. Bon. Mes enfants ont plus de 50 ans. Être là, quand les enfants reviennent de l'école, les aider, être avec eux, et je dirais qu'en Belgique, dans le monde qui est le mien, un monde, je dirais, favorisé, il y a 3 générations que les parents baissent les bras. Je suis effondrée. J'ai 80 ans, j'ai plus beaucoup de temps pour faire ce boulot, mais voilà, je fais comme vous, depuis toujours. Et je vous adore. D'abord, je voulais vous dire, Madame Latifa, j'ai choisi d'être d'accord avec vous, tout simplement. Donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord, moi je suis d'accord. Je suis de la génération des années 80 et j'ai reçu mon diplôme de laïque par Paul Damblon. Et en fait, c'est sur la laïcité que je pense qu'on a un vrai défi, parce que maintenant, cette laïcité fait peur. Je rejoins tout à fait l'idée. Elle est, au lieu d'être propageur, comme moi je l'ai vécu, d'amour, d'unification, d'égalité, comme m'a dit Latifa, maintenant, il y a cette laïcité politique, à la Fourest, où on ne sait pas très bien si elle est militante, féministe, machin, truc, etc. Plus la laïcité qui considérait la femme qui porte le foulard comme une femme soumise, etc. Donc, je pense, et c'est à vous que je vais poser la question, ne serait-il pas intéressant de relancer les valeurs laïques philosophiques, qui font qu'on se sent bien ensemble, on a un tronc commun où on est tous un peu égaux, etc., etc. Je suis un peu timide, donc je bégaye un petit peu quand je parle. Voilà. Donc c'est à vous que je lance cette idée. Pourquoi pas relancer et rééduquer les gens sur la laïcité et la valeur originelle de la laïcité. Vous savez, il y a des mots magiques qu'on utilise beaucoup aujourd'hui.
quand on est en panne d'idées ou de solutions, on parle de déradicalisation, on parle de citoyenneté, on parle de cohésion sociale. Et puis il y a des mots qui font peur, et la laïcité fait partie des mots qui font peur, notamment parce qu'on y voit une sorte de rempart culturel ou civilisationnel contre le déferlement de l'autre, et c'est ce que bien sûr le dévoiement du mot laïcité par l'extrême droite, ou même une droite qui n'est pas extrême, a produit. Et en réalité, derrière le mot et ses sens multiples, il y a le contenu. Et quand on interroge les Belges et les autres sur ce qu'ils veulent comme société, ils se retrouvent bien sûr dans les valeurs de la laïcité. Ils se retrouvent bien sûr dans cette production d'un sens commun, d'un monde commun au-delà des différences, au-delà des singularités, au-delà des identités. Quelque chose qui puisse nous réunir, nous rassembler, malgré nos différences. La difficulté est de mener ce combat, cette tentative de recréer ou de susciter du sens commun, en se départissant de ce qui au départ déjà divise parce que les mots sont surchargés de sens, sont saturés de sens divers et qu'on ne les accepte pas. Et je crois que la laïcité est vraiment l'incarnation même du mot dont le contenu plaît ou convient au plus grand nombre, mais dont la signification même, parce qu'elle est trop politique, parce qu'elle est trop saturée de sens, parce qu'elle est trop dévoyée aujourd'hui, perturbe le dialogue et la tentative de créer quelque chose qui puisse répondre aux défis de l'heure. Pour vous donner un exemple de cela, en Belgique, le juge constitutionnel ou au Conseil d'État refuse le terme laïcité parce qu'il estime que c'est la propriété d'un segment convictionnel parmi d'autres, ce qu'on appelle chez nous la laïcité organisée, c'est-à-dire les associations humanistes, les associations qui se disent laïques, mais qui ne représentent qu'une partie de la société. Mais quand on demande au juge de donner une définition de la neutralité, qu'on pense être le système à la belge, ou quand on lui demande de donner une définition de ce qu'est le système belge, il donne une définition de la laïcité. Parce que bien entendu, c'est cela qui constitue le ciment d'une société politique démocratique où on travaille constamment l'égalité. Alors peut-être faudrait-il oublier quelque peu le terme, mais travailler à son contenu. Et je crois que son contenu a cette faculté de nous réunir plutôt que de nous diviser. Je crois que madame a raison. En réalité, il y a deux sens au mot laïque. Il y a le sens institutionnel, de tolérance, d'égalité, qui permet à toutes les religions et à l'athéisme de se développer. Et puis, il y a un sens qui devient une philosophie laïque presque positiviste qui se méfie du religieux. Moi, je suis tout à fait athée. Mais pour moi, le personnage de tous les temps, le plus important, c'est Dieu, quel qu'il soit. Au hit parade, c'est lui qui l'emporte à 100 000%. Et donc, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. On peut... Eri De Luca, par exemple, qui est un grand écrivain italien, athée. Il apprend l'hébreu pour lire dans le texte les belles histoires que nous raconte l'Ancien Testament, le Nouveau, l'Islam. On peut être admirateur des grandes œuvres de la religion, critique pour ses dérives, sans être pour autant un adepte des religions. Ça, c'est la vraie laïcité. Et donc sa dérive est liée en grande partie à l'ignorance, à la méfiance et à la peur des dérives du religieux que l'on voit aujourd'hui. Et donc là, les laïcs eux-mêmes doivent combattre pour qu'il n'y ait pas de dérive. Moi, si je peux me permettre, moi j'ai l'impression qu'il y a une grande confusion. Je ne pense pas qu'il y ait 1 milliard de laïcité. On la vit effectivement de mille et une façons. Mais il y a pour moi une définition de la laïcité qui me paraît cardinale. C'est un mode opératoire qui permet de séparer le temporel du spirituel. Et c'est ça sans doute que les laïcs eux-mêmes doivent comprendre et que les croyants doivent comprendre, que la laïcité est le garant du fait religieux. Souvent, il y a une confusion dans la tête de beaucoup de personnes qui croient que laïque égale athéisme, ce qui n'est pas du tout le cas. La laïcité est le garant
du fait religieux. Et je pense que là se situe d'abord la confusion. Et puis nous sommes effectivement, et ça Jean-Philippe Schreiber l'a bien expliqué, dans un particularisme, j'allais presque dire, où nous avons choisi la neutralité. Moi j'aspire très sincèrement en tant que citoyen, avec d'ailleurs le mouvement Rappel, qui est le réseau d'action pour la promotion d'un État laïque, d'inscrire la laïcité au sein de notre constitution belge, mais pour éviter tous les problèmes et tous les amalgames. Voilà ce que j'avais à dire. Latifa, vous venez d'entrer dans les problèmes politiques belges jusqu'au cou. Je vais vous dispenser de prendre position sur nos querelles internes. Sur la laïcité, parce que je pense que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je pense que la thématique c'était surtout comment ensemble on peut aller au-delà de cette violence qui gangrène la société aujourd'hui. Et je voudrais, Madame Ibn Ziaten, Latifa, vraiment vous remercier chaleureusement pour ce message pacifique que vous transmettez un peu partout en Europe, et je pense au-delà de l'Europe. Donc vraiment, je voulais vous témoigner toute ma gratitude, mon respect par rapport à ce que vous portez, non sans difficulté. Mais je voudrais quand même vous poser deux questions. Vous avez énormément axé votre intervention, et d'ailleurs tous les orateurs, autour de l'importance d'investir le champ éducatif, d'effectivement mettre en place des cours de citoyenneté, ce à quoi bien sûr je souscris. Mais je regrette que dans notre échange aujourd'hui, on n'ait pas fait mention une seule fois aussi de la dimension géopolitique. Ça n'excuse pas du tout tous ces attentats vraiment qui meurtrissent chacun de nous. Mais on ne peut pas faire l'économie de ce qui se passe au niveau planétaire. Le thème d'aujourd'hui, c'est au-delà de la violence. Quand on voit l'énormité de ces violences, la violence appelle la violence. Et qu'à un moment donné, dans nos analyses respectives, je pense qu'il est important de se demander comment se fait-il qu'à un moment donné, des pays européens aussi, quelque part, indirectement, entraînent aussi cette violence en allant faire la guerre dans des pays et en entretenant des invasions depuis des années. Donc je pense que la dimension géopolitique est importante. Et je passerai à la deuxième question pour ne pas être très longue, parce que je pense qu'on est plusieurs à intervenir, à vouloir intervenir. C'est qu'en ce moment en France, il y a tout un débat sur la déchéance de la nationalité. J'aimerais savoir, si vous êtes d'accord madame, d'avoir votre avis là-dessus. Parce que vous parliez tout à l'heure de tendre la main à ces jeunes qui parfois ont manqué peut-être d'éducation dans leur parcours, ont manqué d'estime de soi. Est-ce qu'un jeune demain est en train de préparer un attentat et serait intercepté par la police, se verrait peut-être, parce qu'il est binational, se retirer la nationalité? Est-ce que c'est quelque chose que vous souscrivez? Est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez? Moi voilà, je suis quand même assez effarée de voir comment aujourd'hui on ne trouve pas des solutions concrètes à ce vrai fléau sociétal, et qu'on est en train de perdre notre temps, des mois, des semaines durant, à parler finalement de quelque chose qui n'a, en tout cas pour ma part, peu d'importance. Ce que doit faire la France, ce que doit faire la Belgique, c'est vraiment travailler effectivement l'éducation de nos jeunes, faire en sorte qu'ils soient vraiment des citoyens à part entière. Mais cela, ça ne passera pas par l'éducation, ça passera aussi par une analyse complète, multifactorielle du terrorisme de manière générale. Je vous remercie en tout cas. Moi, pour la nationalité, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout, parce que je peux vous dire juste un exemple. Quand Mohamed Marah il a tué mon fils, et ils l'ont tué, il voulait le ramener à l'Algérie. L'Algérie, il n'a pas voulu. Il a dit, j'en veux pas. C'est votre enfant. C'est à vous. Parce que là, il n'est pas bon, vous me l'envoyez, vous le gardez. Et là, il est obligé de l'enterrer en France. Alors c'est pareil, si un jeune devient terroriste, il est français ou il est belge, et il sera toujours belge ou français. On ne peut pas retirer sa nationalité. Qu'est-ce qu'il va devenir, ce jeune? C'est pas la solution. La solution, c'est d'ouvrir ces ghettos, ouvrir ces cités fermées, mixer l'établissement scolaire, donner la chance à l'enfant. Et à l'enfant, on ne peut pas attendre jusqu'au collège. On doit voir dernière année section maternelle qu'on doit voir l'évolution de l'enfant. Et là, on peut suivre. On ne peut pas attendre jusqu'au collège et dire on ne peut rien faire. Là, il faut l'orienter. Par quoi l'orienter? Par l'école professionnelle. Aujourd'hui, quand je vais dans l'école professionnelle, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, que des origines maghrébins ou des Africains. Voilà ce que je trouve. C'est rare que je trouve un Français de souche. C'est rare, je vous assure. Et des fois, je pose la question. Mais ils ne sont pas tous tarés quand même. C'est un problème. Je regarde les enfants devant moi et je dis, mon Dieu, pourquoi tu es là, jeune homme? Ben, je n'ai pas beaucoup travaillé, madame.
Je ne savais pas, alors ils m'ont mis ici. Tu aimes bien ce que tu fais? Ah non, pas du tout, madame. Et je retourne à la directrice, mais pourquoi, madame, vous l'avez mis ici? Ah ben c'est la place que j'avais, hein. Il faut bien que je le mette quelque part. Voilà la réponse. Et cet enfant, il finit un an, et il est dans la rue. Et là, c'est une bombe à retardement pour la société, parce qu'on ne fait rien pour l'enfant. C'est pour ça que je dis l'enfant, les parents ils sont responsables, et l'école aussi. Parce que l'école, c'est là qu'on voit l'évolution de l'enfant. On n'attend pas jusqu'au collège. Parce que l'enfant, on le suit avec un dossier, il est agité, il n'est pas bien, attention, faites méfiant, il est pas malin, il est très malin, il n'écoute pas, il est mal élevé. La directrice ou la maîtresse, il voit, il dit voilà, ça y est, je connais son historique, c'est très bien. Mais au lieu de l'aider, on le met en arrière. Et on ne va pas vers l'enfant. Et l'enfant, malheureusement, ça empire. Et c'est la réalité, hein, je vous assure. Hein. Et ça, j'en ai vu dans les écoles. Et maintenant, avec le travail d'association, vous savez, j'ai fait l'association. C'était pas le but. Le but de... Comme mon fils était oublié 4 jours. Nous, on était oubliés 4 jours. Alors, pour la mémoire de Ahmed, parce que vous savez, madame, mon fils, il est mort debout. Et il a refusé de se mettre à genoux. Et moi, je reste debout aujourd'hui. C'est très important pour moi. C'est très important pour la mémoire de Ahmed. Ahmed, ce n'était pas qu'un fils, c'était plus qu'un fils. Alors, je resterai fin de ma vie. J'ai dédié ma vie pour la jeunesse aujourd'hui. S'il faut bouger les montagnes, je les bougerai pour les aider. Parce que je travaille 24 ans et je sais comment ça se passe. Et les familles sont le plus responsables. Les familles, ils doivent éduquer leurs enfants. Ils doivent aider leurs enfants, de leur montrer la tête. Ça, c'est haram. Mange pas à la cantine. Attention à la viande. Attention à la piscine. Attention à ceci. L'enfant, il est perdu. Au lieu de l'aider, d'avancer, il en perd l'enfant. Et ça, c'est le rôle des parents. Tant que ce travail, il n'est pas fait avec les parents, on ne peut pas travailler avec le jeune. Et aujourd'hui, c'est ça que je remarque. Quand je travaille avec un jeune, il me dit, madame, j'ai pas ça chez moi. Ma mère, elle ne me parle pas comme ça. Et quand je parle avec la mère, elle me répond la même chose. Mais je fais ce que je peux avec mon fils, madame. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Parce qu'elle aussi, elle n'a pas. Elle n'a pas cette éducation pour donner à son enfant. Vous voyez le travail qu'il y a à faire? Il y a un travail énorme. Mais le travail, ça commence à la maison. Ça, c'est mondial. Et c'est pour ça que je parle à toutes les autorités politiques. Ouvrez ces ghettos. Ouvrez ces cités, s'il vous plaît. Mais que c'était l'école. Que les jeunes, ils doivent s'intégrer. On ne peut pas intégrer qu'on mette toutes les régions maghrébines ensemble. C'est impossible. Impossible de mettre une cité de familles qui habitent ensemble, comment ils vont s'intégrer, comment ils vont aimer le pays où ils sont nés. Et ça, qui c'est qui est responsable? C'est les politiciens. C'est pour ça que je dis, il y a l'erreur de 20 ans ou de 30 ans, il faut rattraper. Parce que moi, quand je suis rentrée en 77, je n'ai pas trouvé ces difficultés. La France, elle avait un grand cœur. Et je l'ai toujours dans mes yeux. Ils m'ont aidé, ils m'ont appris de A à Z comment je gère mon argent, à qui je dois rentrer chez moi, pas ouvrir un marchand de tapis chez moi ou un marchand qui vend les machines à coudre, etc. Toujours, j'étais aidée par ces gens, mes voisins français. Et j'ai appris dans le centre social les coutures, les valeurs, la cuisine, tout grâce à ce français. Aujourd'hui, on a tellement mis les gens ensemble et les gens ils sont dépassés, ils croient qu'ils sont chez eux, dans le pays d'origine, ils ont oublié d'avancer aussi, et puis ça ne fait pas ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que je dis, ouvrez ces ghettos s'il vous plaît, ouvrez ces cités fermées, donnez la chance aux familles, donnez la chance aux enfants, mais aussi la famille, ils doivent s'en sortir, ils doivent prendre la main, ils doivent avancer. On n'attend pas quelqu'un qui toque à la porte pour nous donner la main. On doit aussi nous chercher qui c'est qui peuvent nous tendre la main. C'est le plus important. Je vous remercie. Oui, je voudrais vous poser une petite question très simple. Comment on fait pour éduquer les parents? Ah, c'est difficile, mais c'est un travail à faire, c'est pas compliqué. Je vois les jeunes qui se marient tout jeunes parce qu'ils sont mal éduqués par leurs propres parents, alors ils ont du mal à donner l'éducation à l'enfant. Vous savez, l'enfant qui court partout, il saute, mais dis-le que ça soit. Ah non, laisse-le, il va grandir, il va savoir. Parce que lui, il n'a pas pris. Cette femme-là, il n'a pas pris comment éduquer son propre enfant, parce qu'il n'a pas à elle non plus. C'est pour ça que je dis
Les parents, l'éducation, elle est mondiale. Dans la table, quand on mange ensemble, c'est là le travail, ça se fait. Le dialogue, l'échange, parler avec l'enfant. Moi, je parle ce que je fais. Mon fils, je dois poser qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. Et ça, c'est plus important. Voilà, moi je voulais vous remercier aussi, Madame Latifa, pour ce discours moteur, parce que vous l'avez dit souvent, le moteur de changement de nos idées, changement de nos comportements. Et donc je vous remercie vraiment d'avoir ce mot moteur, cette façon de nous réveiller, de nous secouer. Merci pour ça. Et moi je voulais témoigner du fait que je suis venue aujourd'hui parce que j'étais dans cette école. Je suis rentrée dans cette école en 72. Ici c'est la salle de gymnastique. Et en 72 jusqu'en 79, c'était le début de l'immigration, des immigrations, je dirais. Et ça s'est très très bien passé. Et grâce à cette école, donc j'habitais Molenbeek, je suis devenue prof. Parce que l'école m'a émancipée. Parce que comme vous, je viens d'un milieu populaire. Et je suis devenue prof. Et j'ai enseigné pendant 14 ans. Et j'ai vu l'évolution. Et quand vous disiez ces parents qui ne savent plus quoi, je vois aussi ces profs qui ne savent plus quoi. Comment faire? Et puis j'ai évolué, j'ai donné des formations, et je donne toujours des formations. Et donc aujourd'hui, comme médiateur, ce que je vois, c'est ce dont vous parlez. Et j'avais une petite question plutôt féministe à vous poser. Parce que vous parlez de la mère, effectivement. Donc moi, je pense que nous sommes égaux en droit, certes. Mais il n'y a rien qui remplace une maman. Et notre société, aujourd'hui, après 3 mois, allaitement ou pas allaitement, on nous renvoie au travail. C'est un énorme problème quand vous dites où sont les pères. Oui. Dans les formations, par exemple, je vois des femmes. J'ai même dit en rigolant, je vais finir par les payer pour qu'ils viennent en formation. Il y a un souci. Dans l'école, les garçons s'en sortent moins bien à l'école. Comment ça se fait? Donc moi, je veux bien. Cette présence, elle est indispensable. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Quand vous dites, ils se marient, ils ne savent peut-être pas très bien ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on a le droit de divorcer, on a le droit peut-être de choisir nos vies. Donc il y a quelque chose qui a quand même changé. La femme sait mieux ce qu'elle veut. Peut-être que les hommes ne savent pas encore très bien où se situer. Et donc la question que je vous pose, c'est comment vous faites pour vous adresser aux garçons? Comment vous les éduquez? Comment vous leur parlez de corps? Parce que vous avez parlé du corps là tout à l'heure. Mais la place du corps est aussi très importante. La sexualité, on n'en parle pas vraiment non plus à l'école. Et cette agressivité qui peut devenir violence, c'est aussi du corps. Comment s'adresser à nos garçons? Vous savez, je vous dirais, une fois je suis allée dans une famille, c'était important pour moi d'aller voir comment ça se passe. Et une dame qui m'a fait venir, et on faisait le goûter chez elle. On était 2 femmes avec des enfants, et son mari rentre. Il pousse la porte, et la première question qu'il a dit, est-ce qu'il y a de quoi manger? Après, il a dit, est-ce qu'il y a du pain? Et puis il s'est retourné avec ses enfants, il a dit, vous, ça c'est le tôt? Vous avez fait la prière? Et je lui ai dit, c'est comme ça que par votre mari. Elle m'a dit, d'abord son ventre. Première chose. Ça, il ne rate pas. Après, c'est salade. C'est salade pour ses enfants. Et moi, c'était plus fort que moi. Je suis désolée, il me fait rire. On était assises et c'est assis à côté de moi. Il dit, vous savez, cette dame-là, c'est qui? Il a dit non. Elle dit, c'est la dame qui a perdu son fils, qui a amené un combat. Ah oui, c'est vrai, madame. Je vous ai vu le budget, ça me dit quelque chose. Je dis, bonjour, monsieur, comment allez-vous? Vous allez bien? Vous pouvez vous asseoir, hein? Il me dit, c'est pas grave. Je dis, non, monsieur, c'est pas grave. Hein. C'est la conscience qui compte, n'est-ce pas? Il m'a dit, oui, tout à fait. Il m'a dit, asseyez-vous. Je suis chez vous. Et puis on parle. Je dis, mais monsieur, pourquoi vous ne rentrez pas? Vous dites, bonjour ma femme, comment tu as passé la journée? Est-ce que ça a été? C'est pas dur? Parce que quand même vous avez 8 enfants, n'est-ce pas? Il m'a dit oui. Et je dis, qu'est-ce qui prépare? Vous n'avez pas une bonne quand même, c'est une femme. Alors une femme, on doit l'aimer, on a besoin d'elle. Hein? Et une femme, c'est le pilier de la maison. Il m'a dit, vous êtes dangereuse, vous. Hein? Je vous assure. Hein? Et il m'a dit, vous êtes dangereuse. J'ai dit, mais pourquoi dangereuse? Parce que je défends la femme. Mais monsieur, c'est pas une bonne que vous avez, c'est une mère de famille. Ben, une mère de famille, vous devez l'aimer.
Vous devez la respecter et respecter vos enfants. Et là, vous créez un lien avec votre famille. Je vous assure, madame, il a pleuré. Wallah, l'Adim, il a pleuré. Il m'a regardé comme ça, il avait les larmes aux yeux. Et il m'a dit, vous m'avez touché, madame. J'ai dit, non, je ne vous ai pas touché, mais c'est la réalité, monsieur. Il faut aimer votre femme. Vous avez 8 enfants. Et il se lève du matin jusqu'au soir. Et vous arrivez pour penser qu'à votre ventre. Et vous pensez peut-être à votre plaisir. Je ne peux pas vous voir honte de vous, hein. C'est comme ça. Alors la femme, on a aussi pour la chouchouter, pour parler avec elle, pour être la tendresse, l'amour, hein. C'est pas... Et je vous assure, ce monsieur-là, jusqu'à aujourd'hui, on parle... Et souvent, il me invite, chaque fois, quand je suis sur la région, et je vais chez lui. Et sa femme, elle me dit, « Wallah, mon mari, il a changé, madame. » Bien sûr. Hein. Alors, madame bonjour. Je voudrais d'abord remercier Latifa. Surtout, je veux surtout apprécier son amour pour la jeunesse et pour les jeunes, parce que je trouve ça terriblement important. Mais en même temps, la question de Michel m'a interpellée quand il a dit, ou quand il a posé la question, qu'est-ce que vous pensez des politiciens ou de la politique vis-à-vis tout ce qui se passe maintenant? Et je trouve que, contrairement à vous qui aimez la jeunesse, je trouve que la politique n'aime pas la jeunesse. Au contraire. Et je vais partir de quelques exemples aussi pour répondre à M. Jacques Souchet, qui veut surtout que la culture et tout s'agrandit autour de la jeunesse. Je trouve que c'est le contraire qui se passe. Par exemple, ici à Bruxelles, j'ai lu encore ce week-end dans le journal La Capitale, je m'excuse, mais qu'on veut fermer ou rendre plus difficile un club de boxe pour des jeunes de Molenbeek, parce qu'il y a eu par hasard, pendant les 6 ou 10 ans que ce club existe, il y a 2 jeunes qui sont passés là, qui sont suspects maintenant, entre autres pour les attentats à Paris. Et le résultat est qu'on punit tout le club. Et qu'on veut on l'a fermé déjà pendant quelques jours et on veut le rendre difficile encore plus dans les jours qui viennent. Surtout, ce sont surtout des jeunes de Molenbeek qui passent là, dans ce club. Je trouve qu'on punit la jeunesse au lieu de l'aider. Je vais vous donner un exemple de la Flandre où les derniers mois, on voulait augmenter dans les clubs de jeunes le TVA qu'ils doivent payer. Dus zij moeten BTW gaan betalen sur tout ce qu'ils font. Je trouve ça crapuleux que les clubs de jeunes vont voir diminuer leurs propres moyens pour donner ce que vous dites un accompagnement, une aide aux jeunes, un encadrement. La même chose aussi, même quand M. Jacques parle de la culture, j'ai lu que le groupe de Grouphof à Liège, on diminue tous les subsides de culture, les subsides justement d'encadrement des jeunes. Moi je trouve qu'on punit la jeunesse au lieu de l'aider. Et je trouve que c'est notre rôle de se battre aussi, à côté de tout ce que vous dites sur l'accompagnement par les parents et tout, mais on doit obliger la politique, obliger le gouvernement d'investir là-dedans et pas diminuer les subsides pour la jeunesse. Voilà. Merci. Une autre question là? Voilà, alors ce serait des euphémismes que de vous dire bravo et merci pour Madame Ibn Ziaten, pour votre travail, vos messages, votre combat,
et pour la femme que vous êtes, et peut-être ici, voilà, enfin, votre fils doit être fier de vous. Je suis un peu timide. Bravo aussi aux autres intervenants pour vos discours. Madame Ibn Zaten, vous êtes un bel exemple de résilience. Et je voudrais dire aussi que nous ne devons pas attendre de traverser un drame tel que vous l'avez vécu pour agir et pour travailler pour le vivre ensemble. Je fais partie avec mes amis ici de l'association Coexister et nous essayons à notre niveau de mettre notre pierre à l'édifice et voilà, de poursuivre votre travail et d'essayer de faire au mieux pour faire vivre cet esprit d'égalité, de laïcité et du vivre ensemble. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci Madame Ibn Zaten d'être une maman comme vous êtes, parce que voilà, faut aussi le souligner. Moi j'ai une question, et je vais citer comme Rachid Monsieur Dormesson qui disait qu'aujourd'hui peut-être les politiques s'attachent plus à parler de vêtements que de politique. Ils ont un petit peu abandonné le champ de la politique. Alors je m'adresse aux intellectuels peut-être qui sont là. Aujourd'hui la politique ne travaille plus à la cohésion sociale, alors qu'aujourd'hui plus que jamais on a besoin de cohésion sociale. Pour répondre directement à M. Schreiber, cohésion sociale, ça veut dire créer du lien entre ces citoyens différents, ça veut dire avoir une valeur commune, trouver peut-être une valeur commune. Et vous en tant qu'intellectuel, quelles sont ces valeurs communes auxquelles on pourrait justement rattacher tous les citoyens? Alors qu'aujourd'hui, justement, avec le discours qui est contre-productif, où on crée justement des différences entre tous les citoyens, en parlant de voile, de kippa ou quoi que ce soit, quel serait, d'après vous, le moyen de trouver justement ce nouvel élan pour une nouvelle société plurielle? Parce que justement, démocratie est souvent associée à laïcité, alors que normalement, le mot qui revient le plus avec démocratie, c'est pluralité. Et comment pourrait-on faire pour travailler justement pour cette société plurielle, cette société de demain? Quelques mots de réponse, Jean-Philippe? Je vais répondre à la question de manière directe, puisque je l'ai posée à Jean-Philippe. Latifa disait tout à l'heure qu'elle n'aimait pas que l'on identifie les individus en fonction de leur conviction, de leur apparence, de ce qu'ils semblent être. En Belgique, quand un enfant entre à l'école publique du moins, dès l'âge de 6 ans, il doit choisir, ou ses parents choisissent pour lui, un cours de religion ou de morale non confessionnelle. Dès l'âge de 6 ans, il est catalogué, il est identifié en fonction des convictions de ses parents. Et ce sera le cas jusqu'à la fin de la scolarité, jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est un cas assez exceptionnel en Europe. Et pour des raisons pratiques, les écoles organisent même leurs classes en fonction des choix convictionnels des parents d'élèves, de sorte que dans pas mal d'écoles, les élèves qui ont choisi la religion catholique se retrouvent dans les mêmes classes et les élèves qui ont choisi la religion musulmane ou la morale non confessionnelle se retrouvent dans d'autres classes. Je pense qu'on ne peut pas fonctionner comme ça dans une société où systématiquement on est perçu en fonction de ce que l'on est ou de ce que l'on est supposé être. Parce que nous sommes multiples, nous sommes faits d'une multitude de caractères identitaires qui évoluent tout au long de notre vie. Et la difficulté, effectivement, d'abord, c'est d'accepter que l'on ne souhaite pas être identifié en fonction de ce que l'on est supposé être, c'est d'accepter que l'on puisse changer, que l'on puisse muter, que ce ne soit pas nécessairement quelque chose qui s'affiche publiquement, mais que ça nous travaille de l'intérieur tout au long de notre vie, parce que l'identité, ce n'est pas quelque chose de stable. Et je crois que l'école a pour fonction, justement, plutôt que d'identifier en fonction des différences, elle a besoin de travailler à de la cohésion, cette cohésion que vous évoquez. Je m'en moquais un peu comme d'un mot magique, parce que c'est, vous savez, quand on rentre des crédits, nous, pour obtenir des financements pour des projets, il y a des mots comme ça qu'on doit mettre dans nos documents, dans nos formulaires. Il faut mettre
lutte contre la radicalisation, on doit mettre cohésion sociale, on doit mettre démocratie participative. Et alors là, on est peut-être sûr que l'on va prendre en considération notre projet. Je m'en moquais, bien entendu que je tiens à la cohésion sociale, mais il y a des manières de la construire. Et effectivement, il me semble qu'il y a des valeurs communes qui sont simplement les valeurs démocratiques que l'on néglige quelquefois aujourd'hui dans une époque où on favorise plutôt le relativisme, où tout semble se valoir. Et je crois que tout ne se vaut pas. Il n'y a pas de choc des civilisations, il n'y a pas de choc des cultures, il n'y a qu'une seule civilisation, bien entendu. Et cette civilisation est porteure de valeurs universelles. Ces valeurs universelles sont l'ADN d'une démocratie et, selon moi, doivent être au cœur des projets éducatifs, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Je profite que tu aies la parole, parce que tout doucement, nous allons évidemment vers la fin de ce débat, pour que tu nous dises quelques mots de l'événement que tu organises, qui est aussi dans cet esprit de rencontre entre personnes de convictions différentes, qui seraient d'accord de se parler malgré le fait qu'ils ne sont pas d'accord. Alors c'est parce que tu m'y invites, parce que sinon je n'aurais pas abusé de ma situation ici pour faire la promotion d'un autre événement que celui-ci. Et ce qui importe, c'est ce qui se passe ici, et c'est ce que vous proposez comme dialogue entre personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Il se fait que la semaine prochaine, dans 2 semaines, il y aura un événement à Flagey qui s'appelle La religion dans la cité, qui est une initiative de mon observatoire des religions et de la laïcité à l'ULB, ainsi que du Soir et de la RTBF, et qui vise à rassembler autour de 8 débats les citoyens bruxellois et au-delà, qui se posent des questions sur cet objet un peu particulier qu'est la religion, qui, et c'est paradoxal, malgré que nous soyons dans une société de plus en plus sécularisée, est un objet qui est au cœur des débats publics, qui est au cœur de l'actualité, qui nous travaille tous, qui nous interroge tous, qui nous questionne tous, alors qu'on semblait, il y a 20 ans, complètement avoir oublié les religions. Alors voilà, nous proposons 8 débats avec des intellectuels, mais aussi avec des artistes, des hommes et les femmes de culture, avec Sam Touzani notamment, de manière à peut-être faire le pari qu'il est possible de parler de la religion librement, sans s'auto-censurer, ce qui est souvent le cas, sans tabou, interroger cet objet assez complexe, qui est très susceptible. Et il faut peut-être oser l'aborder en faisant le pari de s'affronter, de se confronter à cette susceptibilité. Et puis il y aura aussi une partie artistique, il y aura un concert d'Abd al-Malik, et il y aura surtout, puisqu'il est là, il y aura une carte blanche à Sam Touzani qui va rassembler une douzaine d'humoristes, de chroniqueurs qui vont, en conclusion de ces 2 journées de débat, qui vont eux aussi faire le pari de parler librement de la religion et de ce qu'elle implique aujourd'hui dans notre société, notamment en matière de liberté d'expression. Merci, il me semblait que ça prolongeait un petit peu le travail qu'on a commencé aujourd'hui et que c'était important d'en parler. Encore quelques interventions ? Bonjour et bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier Télé Bruxelles et le programme MAC, parce que c'est suite à ça et sa rediffusion que je suis présente aujourd'hui à cette rencontre citoyenne. Donc merci Télé Bruxelles. Je voudrais féliciter Madame Latifa Ibn Ziaten pour son intervention aujourd'hui, qui ne doit pas être facile quand on sait qu'on a perdu un enfant cher. Sam Touzani, j'ai kiffé le texte, mais un truc de dingue, magnifique, bravo, chapeau. Donc voilà. Quant aux autres intervenants, Monsieur Philippe, j'ai pas mes lunettes, Schreiber, votre intervention par rapport à la laïcité, moi qui suis ici d'immigration, mais pas du tout maghrébine, plutôt vers les Balkans, chapeau aussi. Je vous ai vu, Monsieur Michel, et c'est suite à votre intervention à Télé Bruxelles que j'ai voulu participer aujourd'hui, mais derrière les décors, parce qu'en général je suis assez à votre place, mais voilà. C'est suite à votre intervention que j'ai voulu être là présente. Merci. Jamais autant, à mes 44 ans, être né à Schaerbeek, vivre à Schaerbeek, je me suis déplacée pour la première fois à Molenbeek, je ne vous raconte pas, pour trouver une place de parking catastrophique. Alors la place où j'ai trouvé la rue, le nom, j'ai trouvé ça magnifique, et je me dois l'obligation de vous le dire, c'était la rue de l'Espérance. Ouais. J'ai pas fait exprès, j'ai noté le nom de la plaque pour quand la soirée de rencontre se termine, pour être sûr et certain que, comme il n'y a pas de GPS, je puisse la retrouver. Donc ça, c'est le petit point d'humour, parce qu'il en faut, parce qu'autrement on ne vit plus sans humour. C'est la première fois, à 44 ans et demi bientôt, que la religion musulmane est mise à l'avant comme elle l'est, malheureusement, tristement. C'est la première fois où il y a cette rencontre citoyenne pour laquelle je participe aujourd'hui, où il y a ce croisement entre l'Orient, l'Occident et le monde oriental maghrébin qui se fait.
Je me pose la question s'il n'est pas trop tard. J'espère du fond du cœur qu'il ne le soit pas, parce que moi j'ai grandi avec ces Maghrébins avec lesquels j'ai appris, j'ai adoré leur culture. Ce n'est pas les seuls seulement. Hein. Donc voilà, j'espère qu'il y aura d'autres rencontres. Madame Latifa, chapeau pour votre intervention. Je n'ai pas de mots assez forts, moi qui suis mère aussi à mon tour, pour saluer votre combat en l'honneur de votre fils, paix sur son âme, qui repose vraiment là où il se trouve. Chapeau en tout cas. Il faudrait absolument, mais si j'en parle en connaissance de cause, puisque je suis enseignante aussi, c'est qu'il faudrait toucher ces adolescents qui du jour au lendemain basculent. J'ai posé la question pour arriver jusqu'à ici, en fait, à un commerçant, un boucher marocain, qui a eu la gentillesse de m'accompagner et qui me demandait pendant le trajet de là où il se trouve jusqu'à ici, quelle était mon intervention, pourquoi je me déplaçais à Molenbeek. Et je lui ai dit, écoute, j'ai pas de sac à dos, je veux pas me faire exploser, j'aime trop la vie. Je l'aime à un point où pour être fille de militaire, et les Balkans c'est particulier, d'avoir vécu la guerre, je l'aime cette vie comme très peu peuvent s'en rendre compte parce qu'elle a des conséquences, parce qu'elle peut perturber les gens, elle peut les faire réagir. Madame Latifa, c'est un cri du cœur, vous, en tant que mère, d'être présente aujourd'hui, et je suis sûre que vous êtes écoutée comme je l'ai été personnellement et touchée. Voilà, le combat n'est pas fini, Madame Latifa. Je n'ai pas envie de dire qu'il commence, malheureusement, et ça fait des années que ce combat, on savait que pertinemment, à un moment donné ou à un autre dans le temps, ces enfants basculeraient. Qu'est-ce que la société leur a donné comme moyen de pouvoir être écoutés, Madame Latifa? Malheureusement, très peu. Je terminerai là-dessus. Madame Skepmans, la bourgmestre donc de Molenbeek est présente aujourd'hui et je la félicite pour être présente aujourd'hui. C'est important que le politique puisse à un moment donné non pas seulement se faire voir, mais être à l'écoute, mettre sur pied la possibilité des croisements, de rencontres. Le moment que vous disiez, Madame Latifa, qu'est-ce que la société fait politique? Je trouve qu'il est extrêmement important. C'est pas seulement d'aller récolter des votes et d'être assis. Le travail commence à partir de ce moment-là. Il faut aller vers les autres, pas seulement derrière son bureau, ouvrir sa porte vers la citoyenneté. Moi, je suis quelqu'un qui prône depuis toujours, que le religieux c'est autre chose, la laïcité c'est autre chose, mais la citoyenneté, il faut apprendre à nos enfants que demain et après-demain, on vit dans un mélange, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et ce mélange, il est magnifique quand il y a une ouverture. La citoyenneté, on en parle de plus en plus, mais il faudrait à un moment donné pouvoir l'acter au niveau verbal, quoi, et écrit. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonsoir Madame Latifa et Benti Aten. Je vous remercie d'être venue. Et là, je pense que j'ai un point commun avec vous, c'est que premièrement, je suis molenbeekoise, fière de l'être, et je mène un combat qui est de déculpabiliser cette commune qui a été stigmatisée et focalisée dans le monde entier comme une commune, comme dirait Monsieur Touzani, maléfique, mais je ne voudrais pas utiliser ce mot parce que ce n'est pas une commune maléfique, parce qu'en fait, on stigmatise une population qui n'a rien fait. C'est pas parce que quelques personnes ont fait des actes qui ne sont pas, qui sont blâmables. Nous ne devons pas nous excuser pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Nous, les habitants de Molenbeek, en fait, c'était ça mon message, c'est que les habitants de Molenbeek sont innocents malgré tout, et que cette commune n'est pas une commune affreuse, quoi, comme on dit. Voilà. Merci. Je pense que nous en sommes tous convaincus. Oui, bien sûr. Oui, mais vous savez, il ne faut pas non plus... si se fait une petite minorité qui a fait ça, aussi il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas aussi mal vu leurs parents, parce que les parents peut-être, certes peut-être ils n'ont pas vu quelque chose arriver, mais on ne peut pas les oublier non plus. Parce que aussi ils souffrent. Quand moi je connais des femmes qui ont perdu 2 enfants, qui sont morts en Syrie, il y en a qui ont perdu 3. Tout d'un coup, vous savez, le changement de l'enfant. Je sais qu'on protège la ville, on protège où on habite, mais c'est certes on doit protéger, mais on ne peut pas faire un trait sur ces familles. Les familles sont pour rien. Je ne suis pas pour défendre qui que ce soit, mais je travaille avec des femmes à Nice, je travaille avec des mères à Toulouse. Je sais qu'il y a une souffrance énorme. Et c'est pour ça que je dis, faites attention quand quelqu'un est converti à l'islam. Quand un enfant est converti à l'islam, on ne peut pas se convertir comme ça. On doit connaître l'islam d'abord. Et il y a certains jeunes qui se convertissent parce qu'ils manquent peut-être d'amour ou un mauvais passage d'échec scolaire. Ils n'ont pas réussi, ils basculent facilement, comme un virus. Et là, l'enfant, il part.
Et puis on regarde les parents, on m'en va, voilà, votre fils il n'est pas bien, il a fait ça. Vous n'avez pas éduqué votre enfant, on va le voir mal. Et vous savez, on fait de la souffrance en double. Je sais que moi, je ne pardonne pas à la mère Amera. Je ne la pardonnerai pas, parce qu'elle n'a pas fait son devoir. Une mère qui ne fait pas son devoir, je ne la pardonnerai pas. Le père, pareil, c'est la même chose. Mais le père de Mera, il était absent parce qu'il a divorcé, il est rentré en Algérie. Mais la mère, elle a abandonné ses enfants au foyer, il s'est remarié. Et quand ils l'ont amené la police pour sauver son fils, elle n'a pas voulu descendre sa voiture. Ça veut dire qu'elle a souhaité son fils qui meure. Alors, elle n'a même pas fait un geste d'une mère. La mère, elle est où? Même mon fils qui est assassin, je dois le sauver. Et je laisse la justice faire son travail. Mais de rester dans la voiture, et mon fils, il est vraiment dans son appartement, je ne sais même pas combien de policiers qui le savent, et bien rien de ça, toute sa vie, il va vivre il va regarder tout le temps cette scène dans sa tête. Et c'est pour ça que je n'ai pas pardonné, parce qu'il n'a pas fait son devoir. Elle-même, elle dit, je pose Mohamed au foyer, Mohamed, il pleure et moi je pleure. Vous voyez, Mohamed, il a manqué d'amour. Il a manqué de cette séparation de sa maman. Le père, on ne parle pas. Le père, il a abandonné, il est parti. Et il est venu pour chercher de l'argent parce qu'on a tué son fils. Vous vous rendez compte? Il a tué 7 victimes et on vient chercher de l'argent. Alors, un travail à faire aussi avec les autres parents. Il faut tendre la main, il faut les écouter. Parce qu'eux ont d'expérience, je vous assure. Parce que quand votre fils échappe, il s'en va. Et après, eux, ils passent qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Pourquoi mon fils, il est parti? Et là, ils peuvent vous aider. Ils peuvent aider les parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. Ils peuvent les ouvrir les yeux. Ils peuvent être vigilants parce qu'eux, ils sont déjà victimes. Leurs enfants, ils sont partis, ils ne peuvent rien faire. C'est trop tard pour eux. Mais ils peuvent vous passer un message pour vous. Et c'est ça que je suis en train de faire, moi, aujourd'hui. J'ai perdu un fils, madame. Je vous assure, je ne pourrai jamais, jamais oublier. Il est toujours là. Il est toujours avec moi. Mais quand j'ai vu le parcours de Mohamed Marrah, je l'ai pardonné ce qu'il était. Parce qu'il n'avait pas de chance, Mohamed Marrah. Il n'avait pas de la chance qu'il avait mes enfants. Il n'avait pas l'amour qu'il avait mes enfants. Voyez? Alors j'ai pardonné ce qu'il était. Et ce qu'il a fait, Dieu le jugera. Mais pas moi. On va clôturer cette soirée sur ces paroles remarquables. Vous remercier, Latifa, vraiment profondément. Et peut-être un petit mot de conclusion, Madame la bourgmestre. Oui, il y a encore beaucoup de questions, mais il est tard maintenant, on va arrêter. On peut toujours boire une tasse de thé en bas et se parler aussi. Et je pense que on ne peut pas encore, voilà, justement, on ne peut pas tirer de conclusion parce que les messages sont tellement forts et qu'on en est au début de toute cette réflexion. Mais moi, comme femme politique, je peux vous dire que pour Molenbeek, il y a eu un avant 13 novembre et un après 13 novembre. Et qu'on a été tous profondément marqués par ces événements, choqués d'avoir été pointés du doigt comme Molenbeekois. Et il y a eu beaucoup d'émotions aussi. On a vu aussi qu'il y avait de la solidarité entre Molenbeekois de tous les quartiers, de toutes les générations, des habitants également d'autres communes. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est justement de se dire qu'il faut se parler. Pendant trop longtemps, je pense qu'on n'a pas osé se parler entre quartiers, entre habitants, pas suffisamment entre voisins. Et donc, apprendre à se connaître, à se parler, à échanger, c'est aujourd'hui une des premières priorités qu'on doit organiser, qu'on doit réaliser dans la commune. Et ces événements, c'est un électrochoc et ça montre que nécessairement on ne doit pas se laisser faire. Et donc,
qu'on aura encore beaucoup de combats devant nous, mais qu'il en ressortira nécessairement du positif. Enfin, moi, j'en suis convaincue comme citoyenne et aussi comme femme politique. Et je crois que c'est partagé par de nombreuses personnes ici présentes et les nombreux hommes et femmes politiques également ici présents. Voilà, merci à vous. Merci, Madame la bourgmestre. Merci à vous tous et merci surtout à Latifa. Bonsoir. Je vais vous demander de vous asseoir encore 2 secondes. Juste 2 secondes. Je vais chanter une chanson pour Ahmed, pour tous les enfants et aussi, surtout pour l'enfant qu'on porte en nous aussi, nous les adultes, qu'on oublie, qui nous fait souvent peur. On réagit sur cette peur et voilà, c'est surtout pour ça, contre la peur, apprendre à vivre avec cette peur. Voilà. Singing a song of trust, putting aside the harm that's done, sitting in sand and dust, thinking of all the good. And I remember his eyes that day, thought it was all I wanted, and even now that he's far away, if I reach out enough, I can see the light in this dark of mine. I'm so sorry for all that's left. I will start over again. Digging, I'll do my best, coming through for good. Allah, please keep that light burning bright for me, for it is you who's guiding, and even now that he's far away, if I believe enough, I can see the light in this dark of mine.